toutes les méthodes fonctionnent, c'est juste qu'ils n'ont pas fait assez de travail sur eux-mêmes, sur comment ils gèrent leur business ou comment ils gèrent eux-mêmes leur vie pour que ça marche, pour que la méthode marche. C'est pas une dette de connaissance, c'est une dette de compréhension, une dette de conscience. Certaines lois qui régissent l'entrepreneuriat, mais même l'être humain de manière générale. Le meilleur métier du monde pour devenir un super humain, c'est l'entrepreneuriat. Quand t'es entrepreneur, t'es tout le temps obligé de te remettre en question, prendre 100% de responsabilité de ce qui t'arrive. La plupart des gens qui entreprennent signent un contrat avec cette vision-là de je signe pour du problème, je signe pour de la responsabilité, je signe pour du stress, je signe pour ça. Parce que le bénéfice de construire ma vie intentionnellement, de sortir de ma réalité actuelle, ça a plus de bénéfices que ces problèmes et ce stress non d'inconvénients. Ta boîte, c'est un bateau. Toi, tu es le capitaine du bateau en tant que founder. Ton équipage, c'est les gens dans ta team. C'est juste de stacker le maximum d'échecs. Comme ça, tu peux constamment t'améliorer. Ça n'existe pas un mec qui dure sur le long terme, qui a fait du cash comme ça, puis qui a eu aucun échec. Eloane, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Alors, je t'ai beaucoup écouté en regardant voilà, tes contenus et ce que tu proposes en ligne. Et il y a un élément qui me semble vraiment évident. Tu as un profil hyper pragmatique qui a lié son image publique à un expert capable d'expliquer beaucoup de choses et notamment comment implémenter des méthodes, des structures, des systèmes efficaces et utiles au business ITCast, qui est le modèle sur lequel tu es axé, qui est du coup un modèle d'offre à prix et personnalisation élevé. On pourra évidemment détailler encore plus ce que c'est durant ce podcast. Mais aujourd'hui, j'ai envie de découvrir la profondeur de ton expertise et je suis sûr qu'elle est hyper profonde et c'est pour ça que je trouve ça super pertinent de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu penses des thématiques business en profondeur? Alors pour commencer, je vais poser un postulat sur lequel je te demanderai ton avis et puis ensuite on va aborder en profondeur différentes thématiques qui du coup tournent et qui répondent en fait à ce postulat, qui permettent de l'illustrer. Ok, c'est cool. Le postulat est le suivant. La plupart des entrepreneurs n'atteignent pas le niveau de succès de leurs entrepreneurs préférés parce qu'ils ont, en fait, ils appliquent les méthodes qu'ils savent fonctionner. Et tu vois, par exemple, ils peuvent consommer tes contenus ou même ceux de d'autres coachs business. Ils les appliquent, ils voient qu'ils fonctionnent, mais ils ne savent pas pourquoi est-ce que ces méthodes, ces systèmes, ces éléments applicables fonctionnent. Ils comprennent pas certains premiers principes, ou first principles, ça vient d'un livre, qui régissent l'entrepreneuriat, ceux qui dictent le monde du business depuis la nuit des temps et qui continueront à le faire pour toujours, ceux qui s'appuient sur la nature de l'être humain, parce que on vend et on travaille avec des êtres humains. 100%. Alors ma première question, c'est quoi ton avis, de manière générale, sur ce postulat? Est-ce que tu le partages ou est-ce qu'au contraire, tu as un avis un peu différent? 100%. Mais déjà, je veux juste te remercier pour l'invitation. C'est vraiment top. En plus, c'est mon premier podcast. Donc, merci pour l'invitation. C'est vraiment top. Et pour répondre à ta question, je sais pas si ça va répondre, mais moi, je pense que la plupart des gens essayent de faire des méthodes et faire les choses par rapport à ce que les gens leur disent de faire, ce qui est vrai, genre les méthodes fonctionnent, mais ils n'ont pas fait le travail sur leur identité avant, puis sur eux-mêmes pour se permettre, mais en fait, pour que ça marche, pour que la méthode marche. Donc, ils n'ont pas fait assez de travail sur eux-mêmes, sur comment ils gèrent leur business ou comment ils gèrent eux-mêmes leur vie. Donc c'est ça, je pense qu'ils font juste pas assez de travail sur eux-mêmes avant de faire les méthodes, parce qu'en soi, toutes les méthodes fonctionnent. C'est juste que ils n'ont pas fait assez de travail sur eux-mêmes avant. Mmh. En fait, là, en gros, ce que tu dis, c'est que avant même d'essayer de comprendre pourquoi les méthodes marchent, c'est avant ça, ils sont même pas capables de les faire marcher, en tout cas une partie des gens, parce qu'avant, il y a un problème d'identité. D'ailleurs, je crois que tu le disais dans un de tes derniers contenus, il y a pas mieux que l'entrepreneuriat pour faire de toi un meilleur humain. Il me semble que tu Ouais, dis un truc comme ça. Qu'est-ce que pour tu ça. entends par là? Ouais, en gros, le point, c'était juste, j'ai dit le meilleur métier du monde pour devenir un super humain, c'est l'entrepreneuriat. Parce que ce que je dis, ce que je veux dire en parlant de ça, c'est que quand t'es entrepreneur, t'es tout le temps obligé de te remettre en question toi-même, puis en fait, juste prendre 100% de responsabilité de ce qui t'arrive. Parce que si tu prends pas responsabilité ou si tu fais pas l'effort de toujours te remettre en question par rapport à ce qui t'arrive, que ce soit positif ou négatif, c'est tout le temps de ta faute. Puis, si tu fais pas cet effort-là de remise en question, bah, tu vas juste,
ça va jamais avancer. Puis en fait, tu prends pas responsabilité, puis tu mets la responsabilité sur une circonstance externe, puis ce qui fait en sorte que t'es pas en contrôle. Puis Mmh. quand t'es le dirigeant du bateau, le capitaine du bateau, parce que je considère que ta boîte, ton entreprise, c'est un bateau. Puis toi, t'es le capitaine du bateau en tant que founder. Puis après, les gens qui sont dans ton équipage, c'est les gens dans ta team. Puis c'est les gens qui croient en ta vision. Donc, si t'es pas capable de savoir où tu vas avec ton bateau, puis prendre responsabilité de qu'est-ce qui arrive avec ton bateau, ben tu peux pas lead une équipe. Mmh. Donc, c'est ça. OK. Ouais, c'est intéressant comme, version de tu sais, comment on développe parce qu'en fait, dans cette idée-là, tu vois, de changement d'identité et de devenir un super humain, il y a, en gros, c'est gagner en soft skills, développer des compétences et cetera. Mais Mhm. la vision de, j'ai un bateau et je le conduis et en fait, le fait de devenir un meilleur humain me permet de mieux conduire mon bateau. C'est intéressant, je pense que c'est plus parlant en fait pour Mhm. beaucoup de gens qui comprennent pas ce que ça veut dire soft skills, compétences et cetera. C'est 100%. des termes qui sont hyper flous, je trouve, Mhm. qui veulent tout et rien dire. Tu vas être compétent, c'est quoi? On sait pas. Ouais. Ouais, Je c'est trouve ça très compliqué 100%. comme, je sais pas, comme concept. Ouais, 100%. Hem, OK, et du coup sur l'idée, que justement, il y ait des premiers principes, et des principes fondamentaux plus profonds que juste une méthode. Est-ce que je sais que tu as participé à certains masterminds ou en tout cas tu as rencontré certaines personnes qui justement avaient, un niveau de réussite qui était, beaucoup plus élevé. Je crois il y avait un top closer aux États-Unis, que tu avais Mhm. rencontré à Miami, me semble-t-il. Ouais. Ouais. Hem, Qu'est-ce que tu ressens quand tu échanges avec ce type de personnes-là? Est-ce que cette, idée justement que ces gens-là ont compris des choses que nous on n'a pas compris et c'est un peu ça en fait, le sujet du jour, c'est pas une dette de connaissance, c'est une dette de compréhension, une dette de conscience, de certaines lois qui régissent, l'entrepreneuriat, mais même l'être humain de manière générale et qui nous permettent du coup de développer une boîte. 100%. Est-ce que tu as ressenti un truc particulier dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'ils, dégageaient, ces personnes-là justement que tu as pu rencontrer? Est-ce qu'il y a un truc différent et si oui, c'est quoi? 100%. Moi, ce que j'ai remarqué le plus avec les gens qui ont le plus de succès que je me suis entouré ou juste même sur le contenu, parce que c'est pas accessible à tout le monde de pouvoir Mmh. rencontrer ces personnes-là. Mais avec les expériences que j'ai eues, c'est vraiment l'énergie des gens. Genre, Daniel D, l'exemple que tu disais du mec de Miami, je suis allé, on l'a rencontré avec d'autres gens que je travaillais avant, mais on l'a rencontré dans un gros club de golf privé là de Trump à Miami. Puis il nous avait invités là-bas. Puis toute son énergie, genre le fait de parler vite puis être sharp, c'est vraiment dans un autre level. Puis tu vois qu'il dégage la confiance en soi, puis Mmh. l'expertise. Puis je pense pas que, en fait, ça tu peux pas le faker. Si tu le fakes, on va le voir derrière. Donc, Mmh. ces gens-là que j'ai côtoyés en personne ou juste sur le contenu que j'ai écouté, c'est tout le temps l'énergie qui revient. Puis comment ils s'expriment aussi, l'éloquence, je pense que c'est ultra important. Moi, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Je suis vraiment pas là où je voudrais être. Mais moi, à la base, je pars d'un background où j'étais vraiment plus, je suis encore plus introverti. Mais Mmh. maintenant, je suis plus stressé à aller parler aux gens. Mais avant, tu vois, c'est une grosse problématique pour moi Mmh. de devoir parler à des inconnus, tout ça. Puis ça aussi, je le dois à mon premier mentor qui m'a fait réaliser ça parce que je l'avais même pas réalisé encore, que c'était important. Puis de juste ma capacité à parler aux gens, puis bien m'exprimer, puis poser les bonnes questions en vente ou en marketing ou juste comprendre l'humain, c'est ultra important. Puis mon premier mentor m'a fait réaliser cette importance-là. Puis ensuite, dès que je le savais, puis je l'ai réalisé, je suis allé chercher les outils autour de moi pour aller régler ce truc-là. Mais encore une fois, je suis vraiment pas là où je voudrais être, mais j'ai fait un gros step up dans les dernières années. Puis voilà. Donc pour revenir à ta question, c'est vraiment l'énergie des gens que j'ai vus, puis juste l'énergie des mecs, que ce soit aux States ou en France ou n'importe, tu vois qu'ils respirent l'expertise et la compétence, juste comment ils marchent, comment ils parlent, puis comment ils s'expriment. Mmh, c'est intéressant, alors déjà, je trouve ça super intéressant que, tu vois, pour avoir beaucoup écouté tes contenus, tu es quelqu'un de très terre à terre, très justement système, méthode et Mhm. pour autant, la première chose qui ressort dans tout ce que tu me dis,
n'a rien à voir avec du très terre à terre, c'est l'énergie et je trouve ça génial Ouais, du coup, parce que ça c'est marche. quelque chose que tu ressens. Alors, l'énergie, c'est un mot pareil très vaste et qui peut être Mmh. tout autant abstrait que très concret. Là, pour le coup, ce que tu me dis, c'est qu'au-delà de «l'énergie» entre guillemets, ce que tu arrives à matérialiser, c'est, la démarche, c'est, l'éloquence, c'est Ouais, la capacité à sortir de la connaissance et de l'expertise rapidement, en fonction d'une 100%. question et je trouve qu'en fait, c'est ce qui marque vraiment, le fait, tu disais qu'on pouvait pas le shortcut ni le fake, c'est un peu Mmh. ça. Ouais. Hem, Trop intéressant. Justement, ce que je te propose peut-être pour, aborder un premier sujet, heu, comme je te le disais, un peu terre à terre et du coup d'aller chercher de la profondeur. Ouais. 1er sujet, le copywriting. Mmh. Ça m'intéresse parce que tu disais, la capacité à parler vite, la capacité à enchaîner, les phrases sans trop hésiter, chose que je fais encore, assez régulièrement. Mmh. On a un exemple très français, heu, en tout cas bien connu quand même, qui parle vite, qui s'arrête pas beaucoup, c'est Mathis Ouais, Loué, ouais, heu et il faut savoir que c'est un ancien copywriter, ce ouais. type-là. C'est quelqu'un qui parle très, très vite, qui s'arrête pas beaucoup et qui, justement a une très bonne éloquence, qui est aussi très terre à terre. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais un petit peu. Mmh. Hem, ah bon, on va pas forcément se focaliser sur Mathis Loué, mais de manière générale, comment est-ce que tu définirais le copywriting pour les gens qui le connaissent pas ou qui l'ont peut-être pas suffisamment compris? De manière générale, comment est-ce que tu définis le copywriting? 100%. Je pensais que tu allais me sortir Tugan, parce que Tugan, lui, c'est Vegan un aussi, gros ouais, qui a tout d'études à fait, ouais. là-dessus. Il parle beaucoup, il parle très, très vite, puis il est très C'est fort en vrai, ouais. copywriting. Mais ouais, moi, je pense que le copywriting, à la base, en fait, la vente et le marketing, si je reviens juste au Mmh. first principle, comme tu dis, la vente et le marketing, au fond, c'est la même psychologie. C'est juste comprendre l'humain derrière, puis savoir qu'est-ce qu'il veut, puis arriver à communiquer ses Mmh. problèmes, les potentielles solutions, puis ramener la personne vers le pourquoi toi, tu es la meilleure solution pour régler ses problématiques, puis faire des appels à l'action pour qu'ils prennent action, bref. Mais à la fin, c'est la même psychologie, puis c'est le même message, c'est juste que le message est adressé une différente manière. En marketing, tu vas faire du one to many, donc un message qui va s'adresser à plusieurs personnes. Puis en vente, tu vas faire un appel, mais si tu fais un appel en vente ou si tu es en personne, c'est le même message, mais c'est en one-one. Mmh. Donc, pour revenir à ta question c'est quoi le copywriting? Je pense que c'est juste de bien comprendre l'humain déjà de base, lire des livres sur la psychologie humaine. Moi, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Puis je pense que en tant que marketeur ou juste quelqu'un qui veut grandir sa boîte puis qui veut s'intéresser au marketing, c'est ultra important juste de commencer par le cerveau humain parce que comme tu l'as dit, je sais pas si c'était avant le podcast ou pendant le podcast, mais tu m'as dit que attends, ça, j'ai perdu le fil. Mais Ça arrive. ouais. Je sais plus ce Non, que mais j'avais dit, mais oh, affreux. bah, ça Mais te reviendra, t'inquiète. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, quand on parlait de marketing, donc je vais revenir à mon point. Qu'est-ce que c'est que le marketing? Le marketing, c'est non, le copywriting, c'est de comprendre le cerveau humain, puis d'adresser en fait sur ton message marketing, de comprendre la situation actuelle de la personne, comprendre la situation désirée, puis Mmh. lui parler pour que la personne se dise, OK, cette personne-là m'a vraiment compris. J'ai l'impression que cette personne-là est tout le temps à côté de moi pendant toute la journée, puis elle comprend ce que j'ai dans mon cerveau, puis cette personne-là pourra m'aider à avoir ma situation désirée. Donc pour revenir à ce point-là, je pense que c'est ça ma définition pour moi du copywriting, Mmh. puis c'est ultra important. Elle est intéressante cette définition. Je vais même aller plus loin, hem, dans la compréhension de ce que ça veut dire copywriting. Mhm, Hem, c'est une association entre des compétences linguistiques, donc juste la capacité à parler, écrire et cetera et alors le mot compétence, c'est un peu large, mais on s'est compris, je pense. C'est une mhm, expertise linguistique, une connaissance très large, du vocabulaire, de la construction de phrases et cetera et de la psychologie humaine 100%. liée à l'achat et la vente de biens et services. Ce que ça donne, globalement, c'est cette association, elle donne en fait un message marketing, pertinent
Heu et en fait, ce copywriting, du coup, est principalement utilisé, dans les newsletters, dans, les contenus, dans, donc les contenus format court, format long, écrits, les Mmh mh. articles et cetera. Heu et donc derrière, en fait, ce copywriting est une espèce de fondation, je sais pas ce que tu en penses, mais un peu de tout, en fait, de Mmh. autant de messages de vente que, de storytelling, donc le fait de raconter des histoires, Pour que justement, j'en parlais, de la capacité oratoire, c'est le je crois que je sais plus qu'est-ce qui me disait ça, je crois que c'est, mon associé Charles qui m'expliquait, enfin il me disait en gros, je crois qu'il citait quelqu'un lui-même, il disait: «On pense et on parle comme on écrit» Mmh. et du coup, ce que ça veut dire, c'est que si jamais je suis un bon copywriter, que je sais bien rédiger un texte, logiquement, je vais savoir bien le dire aussi et donc pour toutes les personnes qui, par exemple, veulent, apprendre à mieux parler, c'est hyper intéressant, tu vois? Par exemple, il y a un livre qui s'appelle, comment ça s'appelle? C'est un livre de, Harvard Business School, Mmh. et qui, c'est la Harvard Business Review, ouais, c'est ça et OK. c'est, le la bible de l'art oratoire ou quelque chose comme ça et en gros, c'est toutes les techniques d'art oratoire et en fait, tout ça ne sert à absolument rien si le copywriting est pas bon. Parce que du coup, je sais pas en fait, épeler les mots que je dis, peut-être même que je sais pas les comprendre, peut-être même que je pourrais placer des mots qui sont plus pertinents. Donc, je pense que en fait, le copywriting n'est pas juste un outil marketing, c'est une fondation marketing. Et c'est très 100%, différent, tu vois? Je pense que c'est hyper 100%. important de le notifier, genre et c'est pour ça que d'ailleurs que des mecs comme Mathis Chloé alors Mathis Chloé, il a commencé à 16 ans le copywriting, Tougan, il a Mmh mh. commencé hyper tôt aussi, c'est même Ouais, un précurseur du sujet et en fait, c'est la fondation de tout le reste et c'est parce qu'ils ont commencé, très jeunes à faire ça, qu'ils ont un niveau de réussite aussi élevé, aussi jeune. Tu vois? Mathis Chloé a 100%. 21 ans, je crois, Ouais, et 22 je je pense que c'est hyper important d'étudier ça comme une fondation et non comme un outil. Je sais pas ce que tu en penses? 100%. Mais non, je suis vraiment aligné là-dessus. Puis c'est tous les le copywriting, mais comme je parlais de tout à l'heure, je faisais l'analogie de, bah, juste la vente et le marketing, c'est la même psychologie. C'est juste que le message c'est un message qui est poussé d'une différente manière. Mais Mmh mh. c'est ultra important déjà de juste avoir un bon skill, un bon soft skill ou juste une expertise quand tu es marketeur, que ce soit vente ou marketing ou genre copywriting comme tu dis ou la vente purement one-one, commencer. J'ai des amis qui ont fait beaucoup de porte-à-porte, ici au Québec, parce qu'il y a plein de problématiques de toiture et tout ça. Donc il y a plein de services qui sont offerts sur, des thermopompes, des toitures, tout ça, bref. Puis il y a beaucoup de porte-à-porte, puis le porte-à-porte, c'est un immense une immense opportunité, je pense, pour apprendre le skills de la vente et comprendre la psychologie humaine, puis apprendre tous les petits soft skills qui est juste de savoir bien parler, bien communiquer, puis juste vendre en tant que tel parce que à la fin, ça revient toujours aux mêmes fondations, comme tu disais. Donc, j'aime encore une fois aussi ton analogie juste de la fondation, puis juste tes skills de base, puis ensuite développer tout le reste. Parce que c'est ça qui va faire, comme tu disais, la fondation. Puis Mmh. ensuite, le reste va pouvoir se bâtir. Tu vas pouvoir bâtir ta tour, si tu veux, grâce à ce skills-là. Donc ouais, je suis vraiment aligné là-dessus avec toi. Mmh, carrément. Carrément et tu vois, j'ai fait un podcast avec, Basile Vierne, qui est un entrepreneur, qui faisait aussi des podcasts avec, il a pris la place, je sais pas si tu écoutais un petit peu Sans permission ou pas? Il a pris la Moi, place je d'Antoine Blanco, pendant un ou 2 épisodes, en tant que, tu vois, un dispatcher de discussions entre Oussama Hamar et Yomi Denzel et ouais. et il m'expliquait et je trouve ça super intéressant, il parlait des gens qui, n'ont pas envie d'apprendre plus de vocabulaire. Et Mmh. il disait: «On pense dans la limite de notre langage». En gros, le langage, c'est un peu, tu sais, comme un cadre dans lequel tu peux penser. C'est-à-dire que tu peux pas penser à quelque chose de sophistiqué si ton langage ne l'est pas, et donc ce qui est hyper intéressant, c'est que le copywriting a pour matière, tu sais, de matière de travail comme quand, je sais pas, quand tu es forgeron, ta matière, c'est le métal. Bah, typiquement, le copywriting, sa matière, c'est les mots. Mmh. Et donc, ce qui est hyper important aussi, c'est que pour toute personne qui se dit: «OK, je suis entrepreneur et j'ai envie de me développer à un niveau qui est hyper élevé et on vient de me dire que le copywriting, c'était la fondation de tout, je vais apprendre le copywriting». Je sais pas Mmh. si c'est forcément je me pose la question et c'est une vraie question que j'ai envie de te poser. Est-ce que c'est forcément la première étape hyper intelligente et importante? Et pas forcément qu'un débutant, hein, même quelqu'un qui a un certain niveau, mais Mmh. qui se dit: «Bah, j'aimerais passer un palier ou j'aimerais développer une brand parce que je suis à zéro. Et que j'ai juste une entreprise, mais que j'ai aucune personal brand, j'ai aucune image publique, vraiment développée. Du coup, il faut que j'apprenne, tel ou tel skills. Avant même ça,
Mmh. potentiellement, est-ce que cette fondation-là, ce serait pas du coup de lire plus de livres, chercher à apprendre un langage qui est plus sophistiqué, à augmenter la diversité et la variété de son lexique, heu, potentiellement aussi apprendre de nouvelles langues. Je sais en Mmh. plus que tu es, canadien, donc enfin que tu viens du Canada. Au Ouais, Canada, il y a autant l'anglais que le français. ouais, Donc du coup, bah, en anglais, il y a des mots aussi qui veulent pas dire la même chose, qui ont pas le même sens et donc potentiellement le 100. fait d'apprendre une nouvelle langue te permet aussi de penser d'une autre manière, de faire du copywriting d'une autre manière. Est-ce que finalement, les mots, ce serait pas une sous-fondation, genre, vraiment la base des bases des bases, Mmh. que derrière tu as le copywriting, quelque chose de beaucoup plus concret et vraiment business et qu'ensuite on a la vente, le marketing, créer des offres, tout ce qu'on veut. Hem, Est-ce que cette pyramide-là, tu la partages? Est-ce que c'est Mmh. voilà, cette idée-là te plaît ou est-ce qu'au contraire tu vois autre chose? Ouais, c'est une bonne question parce que moi, je pense que surtout dans l'ère où on vit aujourd'hui avec l'IA, moi, je mettrais pas mes billes, on va dire, sur les fondations, sur les de comprendre les mots parce que maintenant, si tu parles purement de copywriting, pas juste faire des vidéos, si on parle juste de le texte de vente qui est ça à la base, le copywriting, c'est juste du texte. Je pense que le plus important, c'est de focus encore une fois sur la psychologie humaine, puis les bases du copywriting, puis comprendre le copywriting, comprendre l'humain. Parce que les mots en soi, avec les IA maintenant, tu les as tous, tu peux aussi varier les lexiques, comme tu dis. Par rapport, bah, avec les IA, si t'aimes pas une certaine forme, comment l'IA a formulé ton texte de vente, tu peux lui dire, formule-le comme ça, utilise certains mots comme ça. Puis c'est parce que je veux aller pousser mon texte de vente plus comme ça. Puis aussi, dépendamment de à qui tu vas t'adresser dans ton marketing, tu vas avoir un différent lexique, une différente manière de parler. Si tu t'adresses à des jeunes, tu vas pas utiliser un vocabulaire qui est ultra Mmh, poussé, versus tu t'adresses à des gens qui sont plus vieux, tu vends des produits je sais pas, les gens de l'âge d'or, on va dire, les gens qui, à 70 à 80 ans, bah, tu vas t'adresser avec un message, puis des mots qui sont beaucoup plus poussés, avec un meilleur vocabulaire, parce que je pense que les personnes plus âgées mettent beaucoup plus d'emphase sur le vocabulaire, sur s'il y a des fautes ou sur n'importe, versus les jeunes. Je pense que les jeunes, ils veulent plus se voir atteindre la chose qu'ils veulent, puis ils s'en foutent un petit peu de s'il y a des fautes ou des trucs où il n'y a pas de structure dans le texte de vente. Après, je dis pas qu'il faut faire des fautes dans son copywriting, mais juste, je pense que dépendamment de à qui tu vas t'adresser, ça va être beaucoup plus important d'avoir mmh, OK. une, un certain lexique et avoir un certain vocabulaire plus poussé, dépendamment encore une fois à qui tu vas t'adresser. Mais je mettrai pas toutes mes billes par rapport Mmh. à ça pour la fondation à cause de l'IA. Alors je partage du coup beaucoup plus ton avis qu'au début de ton propos. Au début, je me suis dit: «Je comprends pas ce qu'il dit» et là maintenant je Mmh. comprends. En gros, je pense que je me suis mal exprimé. En fait, je dis pas qu'il faudrait mettre ses billes dedans. OK. Je dis plutôt que globalement, il y a 2 éléments. Un, c'est pas mettre ses billes, mais en gros, c'est faire l'effort de chercher à comprendre un mot quand on l'entend et qu'on le comprend pas. 100. On en parlait en fait, c'était ça le contexte de la OK, citation de OK, OK. Basile, c'est genre, dans le podcast, on sort des mots qui sont, des mots d'un lexique qui sont plutôt, soutenus, tu vois? Genre des mots, qui sont relativement sophistiqués, qui sont lourds de sens, qui veulent dire beaucoup de choses et en fait, ce qu'on a expliqué, c'est qu'il y a des gens qui comprennent pas le mot, qui vont dire: «Bah, j'ai pas compris, je passe à autre chose» et du coup qui manquent des concepts qui sont potentiellement hyper intéressants, hyper utiles pour leur marketing, pour, leur vente, pour, 100. élever leur esprit et comprendre plus de choses et notamment Ouais. l'être humain. Et ce que je voulais dire par là, c'est plutôt que, hem, c'est pas mettre plus de focus, mais arrêter de négliger le langage. C'est plutôt ça, en fait, ce que OK. je veux dire. C'est OK, genre de OK, dire: OK. «Je comprends pas un mot», faire l'effort de le comprendre, ça prend 2 secondes justement avec l'IA. Genre là, j'ai pas Mmh. compris ce mot-là, quelle définition je peux avoir dans tel contexte? Carrément, tu vois? Ça, c'est hyper pertinent, 100. tu gagnes du temps à fond. On est Ouais. complètement d'accord. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il y a une vraie, importance à comprendre la psycho humaine et évidemment, plus on a de mots aussi, plus ça permet de mettre du sens sur comment est-ce que les gens pensent. Hem parce que c'est très sophistiqué aussi le cerveau humain, la manière de penser. Et du coup, ce qui est pertinent, c'est que la psychologie humaine va induire de manière très, concrète, une fois qu'on se place d'un point de vue marketing, copywriting, va induire une adaptation forte d'un point de vue justement du lexique, du langage, de la manière de s'exprimer, même je pense de la manière de s'habiller, tu vois, Mmh. par exemple, ce podcast s'adressait aux personnes de 70-80 ans et si d'ailleurs il y en a qui nous écoutent, ne quittez pas le podcast, c'est pas le problème. Mmh. Mais c'est plutôt,
que, tu vois, on serait peut-être pas habillés de la même manière, on aurait peut-être pas le même cadre derrière nous, peut-être qu'on aurait fait un podcast en réel, peut-être Ouais, qu'on serait en chemise, on aurait peut-être un costard ou j'en sais rien, tu vois? Mais ce que je 100. veux dire, c'est que c'est aussi une question de cible. Peut-être qu'on cherche plus des gens qui ont entre 20 et 40 ans et si c'est le cas, c'est génial et merci de nous écouter et vous êtes jeunes et c'est cool. Mais d'une manière générale, c'est vrai que il y a aussi ce côté-là d'adaptation, même de l'image publique de manière générale, dont fait partie évidemment le langage, heu et le lexique. Mais ouais, du coup, je te rejoins 100. complètement 100. sur ce point-là, ouais. 100. Mais après, je pense que ça part aussi juste de la curiosité de la personne. Mmh. Parce que si t'es pas curieux, déjà, je pense que bah, si tu as des grosses ambitions, mais t'es pas curieux, ben ça marchera pas parce je pense qu'il faut toujours il faut être toujours très curieux. Moi, j'ai toujours été très curieux. Mais après, Mmh. il y a une limite. Je pense pas que être ultra curieux puis toujours vouloir aller chercher plein de trucs différents, je pense pas que c'est la meilleure chose parce que tu vas split ton focus puis c'est pas Mmh. la meilleure chose parce que je parle d'expérience aussi. Mais être curieux, c'est ultra important, je pense, en tant qu'entrepreneur, puis pas juste de se recentrer sur ce qu'on connaît déjà. Puis pas prendre en fait les choses pour acquis, puis être constamment curieux sur des nouvelles choses. Là, tu parlais si on connaît pas un mot dans un livre, pas juste passer, puis passer au next step, puis juste pas faire l'effort de comprendre ce mot-là. Mais ça part de la curiosité de la personne. Mmh. Si t'es pas un être ou si t'es pas quelqu'un de curieux, ben tu vas passer, puis tu vas t'en foutre, mais t'auras rien appris sur la chose. Donc je pense que Mmh. ça part juste de la curiosité de la personne, puis c'est ultra important d'être curieux, puis comprendre pourquoi un mot est utilisé et comprendre le mot que tu comprends pas en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, c'est vrai autant pour les entrepreneurs que pour tous les êtres humains, en vrai. Ouais, Parce ouais, que, tu vois, on parlait de devenir un super humain et que l'entrepreneuriat, ça a aidé, mais en soi, la curiosité, ça aide n'importe quel être humain à devenir un meilleur humain, quoi. Mais 100. c'est clair et il y a une citation que j'ai sortie justement avec, ce podcast de Basile. On était à peu près sur le même sujet et je trouve qu'elle est très pertinente, j'ai bien envie de t'entendre là-dessus. C'est une citation de Jacques Brel, qui est un chanteur français, mort il y a un petit moment et qui Mmh. disait en interview et le sujet est beaucoup revenu parce que c'est un reels depuis qui a beaucoup tourné, hem, qui disait: «La bêtise, c'est de la paresse, c'est dire: "Ça me suffit" et ne pas se botter le cul tous les matins en se disant: "Je ne sais pas cette chose, je ne fais pas cette chose"». Et je trouve que c'est hyper vrai dans cette idée justement de la curiosité. C'est que le fait d'être curieux, heu, peut être une qualité si c'est pas en excès, mais le fait de ne pas l'être, rend idiot. Tu vois? Rend 100. ignorant, rend, incapable de comprendre beaucoup de choses et tu vois, le sujet de ce podcast, c'est comprendre en profondeur les choses. Typiquement, si les gens qui nous écoutent ne sont pas curieux, ils ne comprendront pas ce qu'on dit, ils ne comprendront pas plus de choses, et chercheront même potentiellement pas à écouter jusqu'à là, à 7 minutes, on est déjà à une vingtaine de minutes de podcast. Probablement que les gens pas curieux nous ont déjà quittés, donc les gens qui nous Mmh. écoutent encore sont curieux, c'est très cool. Mais 100. voilà, je sais pas ce que tu en penses de cette citation, mais je trouve que c'est assez vrai. Tu vois, Ouais, le fait de pas avoir de la curiosité, de pas aller vers l'extérieur et vers le monde rend, hem, foncièrement moins intelligent, en tout cas. 100. Toujours parce que la curiosité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ultra important juste pour grandir en tant qu'individu, que ce soit à n'importe si tu es un entrepreneur ou n'importe. C'est ultra important d'être curieux par rapport à le monde qui nous entoure parce que surtout, on connaît rien. Genre, le monde est tellement plus gros et vaste, que le monde qu'on connaît aujourd'hui. Puis si t'es pas curieux, bah, tu te renfermes, puis t'as un peu la vision du tunnel. T'es comme ça. Alors que Mmh. il y a tellement de trucs à aller, à s'intéresser, puis tellement de nouvelles choses que tu peux apprendre. Donc si t'es pas curieux, puis tu restes dans ce que tu connais aujourd'hui, ben, tu pourras pas te permettre d'être la version de toi-même qui atteint les objectifs que tu veux atteindre. Donc, je te suis à 100. Puis j'aime la citation, hein, là-dessus. Trop bien. Je te propose qu'on bascule sur le sujet suivant. Ouais. Hem, Parlons bah, tiens, on en a parlé pendant cette première partie sur le copywriting. Parlons de la vente. On va rester sur la Mmh. vente et après on ira sur le marketing. Non, faisons l'inverse, pardon. Ouais. Puisque en fait, potentiellement, le marketing arrive avant la vente, Mmh. et c'est des sujets qui matchent bien ensemble. Mais parlons un petit peu marketing. Hem, Tu parles, du contenu comme des actifs d'acquisition, notamment de clients. Mmh. Hem,
Alors, il y a plein de définitions du contenu, du marketing, du personal branding, et cetera. Je trouve que c'est hyper vaste et que finalement ça justement, c'est pas en profondeur, c'est très, très structurel, très, systémique, Mmh. et très en surface. Ouais. Comment est-ce que tu définirais de la manière la plus, profonde et pertinente, avant de parler de la psychologie qui est liée derrière, qu'on va évidemment essayer de creuser, hem, comment est-ce que tu définirais, le le personal branding, si on peut le dire comme ça, parce que je trouve que c'est un mot qui est très utilisé, très vague. Comment est-ce que toi Mmh. tu le définirais? Le fait d'avoir une marque personnelle en ligne, puisque c'est ça, hein. Mmh. Pour toi, c'est quoi la définition de ce terme-là? Dans un premier temps, voilà, la définition la plus intemporelle et la plus vulgarisée possible. 100. Le personal branding pour moi, c'est juste c'est ta carte de visite par rapport à l'industrie qu'on vit aujourd'hui. Mmh. Puis surtout quand tu es dans notre monde, dans le monde du coaching, des agences, du business à étiquette, il y a eu tellement de gens qui font la même chose que la seule manière dont tu peux te différencier, c'est avec ta personne, avec toi, tes valeurs, ton histoire, parce que personne peut copier ton histoire. Donc, je pense que le personal branding, c'est juste une manière de pouvoir communiquer ton histoire. Puis c'est sûr il va y avoir des gens qui vont s'attacher à ton histoire parce que on a tous un peu différentes valeurs et différentes histoires et les gens vont plus se rattacher à une certaine personne parce que ils sentent qu'il y a de la connexion avec leur histoire. Donc, pour revenir à ta question, c'est quoi le personal branding? C'est juste, selon moi, c'est ta carte de visite par rapport à toi, par rapport à tes valeurs. Puis c'est aussi c'est ton élément différentiel que tu vas pouvoir utiliser grâce à ta personnalité. Mmh. Je dirais même, c'est ton élément irremplaçable, en fait. Mmh. Je sais pas si 100. c'est cohérent dans ce que je dis, mais ce que je veux Ouais, dire, c'est que c'est un edge qui est pas remplaçable. Je crois que c'est, Daniel Dalen qui disait, dans un très récent, vlog, hem: «Personne ne peut être meilleur que toi à être toi». Et 100. c'est foncièrement, enfin, c'est logique. En soi, ça, c'est tout bête, Ouais. mais c'est très vrai, en fait. Le Mmh. personal branding, tu sais, en général, on se dit, «Il faut que je me crée un personnage, il faut que j'ai une image publique et cetera». En soi, dans personal branding, tu as branding, donc le fait de créer une marque, donc quelque chose qui Ouais, est reconnaissable, identifiable. Tu parlais de valeurs, il y a évidemment les valeurs, l'expertise, l'histoire, la vibe, le tout, tu vois? C'est tout ouais, ça, c'est, la DA de manière générale, mais pas juste, visuelle, mais aussi, authentique et cetera. Et puis tu as la partie personnelle, genre tu qui foncièrement, tu vois? Et je pense que 100. c'est un peu l'association des 2 et c'est peut-être une définition un peu plus claire. C'est, hem, le personal branding en soi, c'est, le l'image atteignable et palpable, publique d'une personne, qui, heu, cherche à, développer son image publique et se rendre, identifiable, irremplaçable, tu vois? C'est un peu plus ça, tu vois? Je pense qu'il y a pas juste un côté utilisable et applicable et actionnable, même si évidemment c'est le cas, hein, on est je partage complètement ton avis sur le sujet, mais il y a Ouais, aussi ce côté, je je rentre dans un univers qui est personnel, authentique et irremplaçable et de fait, ça me comment dire? C'est rassurant et en parlant notamment de mmh, la confiance après que ça peut générer, mais c'est un cadre rassurant sur qui est-ce que j'écoute? Pourquoi est-ce que je l'écoute? Pourquoi est-ce que je m'identifie à lui? Hem, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que je pense qu'il y a vraiment ce côté-là dans les consommateurs de contenu, qu'on le veuille ou pas. Quand on consomme quelque chose, quoi que ce soit, on a forcément un intérêt. Quand je consomme un bon film, bah, je prends du 100. plaisir à regarder, tu vois? Je m'identifie aux 100. personnages, aux héros, et donc du coup, étrangement, on va préférer des films et ces films vont représenter notre personnalité, tu vois? Je pense Mmh. que c'est un peu la même chose avec la personal brand. Genre typiquement, toi ou 100. moi, on n'aura peut-être pas les mêmes, personal brand, comme enfin, déjà nous-mêmes évidemment, mais surtout celles qu'on va suivre, celles qu'on va aimer, celles qu'on va apprécier, celles qui vont nous toucher, parce que soit elles vont nous ressembler, soit elles vont nous inspirer et on a peut-être pas les mêmes, goûts, ce qui me semble plutôt logique puisque, bah, on est 2 êtres humains et différents et encore heureux. 100. Mais voilà, je sais pas si tu partages un peu cette, idée-là, cette Ouais, vision-là sur le personal 100. branding, si c'est peut-être plus clair? 100. Mais moi, ce que j'aime, puis aussi ce qu'on fait avec les clients, c'est que je vais faire l'exercice d'analyser tous les créateurs de contenu que j'utilise et que j'écoute et que j'achèterai ou que j'ai déjà acheté.
Mmh. puis analyser leurs pièces de contenu, que ça soit en format court et en format long, puis analyser quelles émotions ils m'ont fait sentir et pourquoi je reviens toujours vers ces personnes-là, pourquoi je réécoute toujours ces personnes-là et pas d'autres compétiteurs qu'ils ont ou n'importe. Parce que en soi, les créateurs de contenu comme Daniel Lalaine, tout ça, il y en a plein qui font un peu la même chose sur le papier. C'est juste qu'ils ils distribuent leur message d'une différente manière parce que, encore une fois, ça revient au personal branding. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est analyser genre 3 personal brands que j'écoute, que je consomme leur contenu. Quelles les émotions me font sentir quand j'écoute leur contenu? Pourquoi je continue de les écouter? Qu'est-ce que j'aime dans leur contenu, que ça soit dans le format ou la forme, dans le format ou le fond? Puis, pourquoi j'achèterais chez ces personnes-là ou pourquoi j'ai déjà acheté. Puis comme ça, je sais tous les déclencheurs en fait d'une personal brand. Puis je vais pouvoir noter tous ces déclencheurs-là, puis essayer de les recréer pour moi. Donc je te donne un exemple pour comprendre. Euh, Admettons Iman Gadi, c'est le un des ben, en fait c'est le mec le plus connu dans l'info. Puis il y a plein de gens qui regardent son contenu puis qui l'idolâtrent. Puis en gros, pourquoi ça a autant fonctionné selon moi, c'est parce qu'il partage publiquement plein de valeurs que des jeunes de notre âge voudraient avoir. Moi, en tout cas, Iman, c'est une des personnes qui m'a fait commencer ce que je fais aujourd'hui depuis 4 ans. Puis la raison pourquoi son contenu fonctionne autant bien chez les jeunes, c'est que il partage du contenu, on va dire, qui montre, qui achète une villa à sa mère, qui achète des trucs à sa mère, qui fait plaisir. Puis ça aussi, je pense que ça rejoint beaucoup de jeunes. Puis de juste de voir, de pouvoir mettre bien ses parents, puis assurer une sécurité à ses parents. Si tu viens pas d'un background où il y avait du cash. Donc, je pense que le côté émotion dans son contenu, dans sa personal brand, reflète énormément sur les jeunes. Puis c'est ce qui fait en sorte que les gens créent de l'attachement avec ces personnes-là. Puis là, j'ai juste parlé du contenu avec sa mère, c'est un exemple. Mais il y a tellement de choses différentes dans la personal brand d'Iman qui fait en sorte que ça fonctionne bien que, bah, juste que le contenu fonctionne bien. Donc, c'est l'exercice que j'ai dit tout à l'heure que j'aime faire puis qui fonctionne bien. Pour chaque différente personal brand qu'on aime et qu'on consomme leur contenu, pourquoi on consomme leur contenu et tout ça, c'est ultra pertinent à faire. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent le contenu et qui n'ont pas vraiment d'idée comment commencer leur personal branding ou n'importe, je pense que c'est vraiment un exercice qui est cool à faire. Puis voilà, je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, Ali? Ouais, c'est intéressant. J'aime bien l'idée parce que, du coup, effectivement, c'est prendre du recul. Mmh. C'est sortir du modèle, consommateur et donc du coup, ça c'est rechercher plus de profondeur dans: «Attends, qu'est-ce qui fait, si on sort de la forme?» Tu vois? Genre: «Ah, 100%. c'est beau, c'est émotionnel, il y a de la musique, c'est scripté, c'est storytellé et cetera». Si je sors de ça, qu'est-ce qui fait quels sont les éléments qui font que ça marche? Et pas les éléments genre: «Ah, c'est beau» ou «Le montage est stylé» et tout. Ça, en vrai, c'est pas ce qui fait que ça marche foncièrement. Je veux dire, il y a plein Ouais, de gens qui font des jolis vlogs, il y a plein de gens qui font, de très belles vidéos, très bien montées et ils ont pas le niveau de succès. Donc forcément, c'est pas ça qui définit ou non, l'ampleur d'un succès. Ça définit juste le détail qui fait que ça switch. Mais, mais d'une manière générale, enfin, qu'on identifie ça comme étant clean. Mais ce que je veux dire, ça c'est que je partage complètement l'idée de pratiquer cet exercice-là et justement d'essayer de prendre de la hauteur. J'aime bien l'idée, et au-delà de ça, ce dont tu parlais avec Iman, c'est le côté s'identifier à un humain. Je pense que ce qui a vraiment bien marché avec Iman Gadzhi et qui fait qu'aujourd'hui, il est reconnu comme étant effectivement une des plus grosses brands dans, l'entrepreneuriat et l'infoprenariat en ligne notamment, heu, c'est qu'il a commencé à documenter, mmh. tout son parcours et à 100%. faire preuve d'une authenticité qui n'avait jamais existé avant. Et c'est pour ça aussi que Iman Gadzhi n'est pas duplicable. On ne pourra pas refaire un Iman Gadzhi, Mmh. tu vois? Parce que Ouais, personne n'a fait ce que lui a fait. C'est-à-dire que à 14-15 ans, c'était un nerd qui lisait 1 à 2 livres par semaine, ouais, qui n'avait aucun ami, qui passait du temps avec personne, qui avait une vie et une histoire qui n'a rien à voir avec, aucune autre. Et donc du coup, on avait le sentiment de pouvoir s'identifier à un jeune qui était isolé, qui était, fatigué, qui était pauvre, qui avait une vie difficile, qui avait absolument rien dans les mains, pour
foncièrement vraiment réussir à un niveau de Mmh. succès extrêmement élevé et le jour où il a atteint ce niveau-là, peu importe comment, en fait, c'est pas forcément le comment qui compte, mais bah, ce que ça a donné, c'est l'émotion de: «Je m'identifie à lui parce que moi, à mon âge, à ma période, je peux aller regarder ce que lui était à 14-15 ans, pas Mmh. maintenant, tu vois? C'est que en plus de, putain, il est impressionnant et hyper inspirant aujourd'hui, ce qui m'inspire le plus, c'est que je peux m'identifier au mec de 15 ans, tu vois? Et je pense que c'est 100. vraiment ça qui fait que ça connecte et que ça, ça permet justement de créer ce lien émotionnel et je trouve ça super intéressant, tu vois, par exemple, d'aller regarder, et je pense pas que aux entrepreneurs, mais même aux gens qui créent du contenu, chez les gens qui rêvent de devenir youtubeurs, je pense qu'un des meilleurs exercices qu'ils puissent faire pour se donner confiance en eux et commencer à se lancer ou se dire: «Bah, finalement, mon contenu est pas si mauvais», aller regarder les premières vidéos de Thibaut InShape. Je sais pas si tu es déjà allé regarder Mmh. ça, une fois? Ouais. C'est à Mais mourir de oui rire. et non. Mais genre, c'est excellent. Vraiment, c'est trop drôle et Squeezie, c'est Ouais, pareil. Ah bon, après, il faut scroller beaucoup parce qu'au bout d'un moment, ils ont ouais, fait ouais, beaucoup de contenu, mais ouais. c'est excellent. Vraiment, c'est trop drôle à voir et tu te dis: «Ces gens-là, aujourd'hui, sont à un niveau de succès qui est immense», mais en fait, quand tu regardes ce qu'ils faisaient au début, bah, tu arrives à voir qu'en fait, sur le chemin, ils ont quand même appris beaucoup de choses et beaucoup de concepts qui font qu'aujourd'hui, ils sont plus loin et c'est notamment le but de ce podcast, c'est de comprendre ces concepts-là un peu plus vite. Mais Mmh. surtout, ils ont accepté le fait qu'au début, ce serait pas excellent. Au début, ce serait, très authentique sur le fait que, bah, ils sont pas bons. Et il y a aussi ce côté-là et justement, on va aborder un autre sujet après. Ça me fait beaucoup rebondir. Mais je sais pas ce que tu en penses. Il y a aussi ce côté très, l'authenticité sur le fait que c'est pas excellent pour l'instant et Mmh. tu vois de voir l'évolution, je pense que c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui il a une grosse brand, c'est que il a pris le temps de documenter ça au tout début quand c'était pas encore, la réussite et que c'est pour ça Ouais, qu'aujourd'hui que c maintenant que ça l'est, on a la sensation d'avoir évolué et grandi avec lui, tu vois? Et c'est ça qui fait qu'on connecte avec Iman plus qu'avec beaucoup d'autres, créateurs qui ne documentent qu'à partir du moment où ça se passe bien, tu vois? 100. Non, je suis vraiment aligné là-dessus. Puis même moi, genre, quand j'ai commencé aussi, j'ai fait l'effort de bah, juste ce que tu disais, l'exercice ou l'effort, n'importe, de scroller juste tout en bas d'Iman, puis juste voir, me comparer, on va dire, ou pas me comparer, mais juste voir qu'est-ce qu'il faisait à mon âge quand j'ai commencé. Mmh, Puis ce qui est insane, encore une fois, c'est que c'est des assets qui bâtit, puis qui seront toujours là. Puis quelqu'un, admettons qui vient de le découvrir, je sais pas, un jeune de 16 ans, il vient de découvrir Iman sur un réel, sur TikTok ou sur Insta. Bah, là, il va pouvoir aller regarder sa chaîne YouTube, puis aller voir qu'est-ce qu'il faisait à 16 ans, puis créer le lien émotionnel comme tu disais. Puis en fait, c'est là où tu tu ancres et tu hooks les gens à rester, puis à continuer à consommer ton contenu. mmh. Puis, c'est vraiment c'est vraiment insane, ce qu'Iman a fait là-dessus. Puis, ben moi, Pas que lui, hein. je serai Il y a toujours, Il y a pas que lui d'ailleurs, hein. Il y en a plein, hein. Si tu regardes, ouais, 100. Hormozy, alors je crois pas que Hormozy il laissait beaucoup de vidéos, mais son storytelling, il le répète perpétuellement, Mmh. dans je sais pas si tu as lu ses livres, mais pareil, il répète, dans tous Ouais, ses livres, il répète que, au début, il était broke, il ouais. avait des salles qui marchaient pas et qu'il était prêt à abandonner et tout et que ça jouait à rien, quoi. Ouais, mais c'est 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 la il y en narrative a aussi. beaucoup, hein. Mmh, Ouais. C'est pour que les gens, ils s'attachent aussi à ton histoire, donc c'est aussi important toujours de rappeler, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, puis aussi les gens, des fois, ils oublient. Donc toujours rappeler ta narrative aussi dans tes mmh, contenus. Je pense que c'est ultra important, que ce soit les livres, comme tu disais, sur Hormozy ou les vidéos YouTube, tes réels. Puis tu en fait, tu le vois là, les plus grosses personnes brand et qui fonctionnent le mieux, tu le vois si tu les écoutes depuis assez longtemps et si tu les écoutes bien, tu remarques que c'est toujours ils se répètent aussi des fois. Ils répètent leur narrative parce que ouais. c'est important que les gens gardent en tête leur narrative et leur positionnement unique. Pourquoi ils Bah, font soit le ça? garde, soit le découvre. Je pense que c'est Ouais, aussi c'est ça ça, et les nouvelles voilà. Ouais, personnes qui ouais, arrivent, disent: «Attends, je connais pas ce mec-là, c'est qui? Ah OK, c'est ça son histoire, je vais peut-être aller regarder 100. d'autres contenus», Ouais, carrément. ouais. Il y a un autre sujet d'ailleurs, et après je basculerai sur, celui que j'avais en tête, Ouais. c'est, le côté, souvent on aime bien se présenter perpétuellement comme des experts. Tu sais, Mmh mh. qu'on maîtrise, qu'on est compétent, que tout va bien, qu'on gère tout et cetera. Je trouve qu'en fait, il y a un côté, ça marche. Foncièrement, ça fonctionne. Tu vas sur LinkedIn, tout le monde est expert de tout. Tu vois? Genre là, en 2 Ouais. semaines, tout le monde avait un second cerveau, on sait pas d'où ça sort, mais d'un Mmh mh. seul coup, on avait tous un second cerveau et ce que je trouve intéressant, c'est que on aime perpétuellement montrer qu'on sait beaucoup de choses, mais on montre très rarement, nos limites, là où on n'est pas bon, là où on est débutant.
alors que foncièrement, et je pense que tu seras d'accord avec moi sur le sujet, on est perpétuellement des débutants dans l'idée où on est débutant par rapport au palier suivant. Typiquement, Mmh. toi, tu es à un niveau de business actuel, tu vois? Par rapport à, je sais pas, un Hormozy, tu es plus qu'un débutant, tu vois? Et Ouais, c'est 100. le cas pour moi aussi. Genre, si par exemple, je veux passer, je sais pas, à un niveau de business auquel je suis pas, ou même, parlons de ce podcast, si je me compare à un Chris Williamson, je suis un ultra débutant, mais genre Ah oui, monstrueusement, tu vois? Je suis à peine 100. 30 épisodes de podcast, très peu d'abonnés. D'ailleurs, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à ce podcast, ça me fera toujours plaisir. Mmh. Hem, mais de manière générale, c'est vrai que on oublie souvent d'accepter et surtout de montrer le fait qu'on est débutant, et c'est là où justement ces gens-là ont compris quelque chose que la plupart des gens n'ont pas compris, c'est que l'authenticité sur le fait de dire: «Là, j'ai un échec, là, je fais pas d'argent, là, j'ai pas réussi à faire ça, là, j'ai mal fait ça» et cetera, et du coup, j'ai pris ça en compte et cetera. Je trouve que la maturité et la capacité à justement sortir du lot par le biais de cette vulnérabilité, cette capacité à dire: «Là, je suis pas bon», c'est Mmh. potentiellement ce qui fait que, pas à court terme, mais à long terme, ça donne aussi cette idée. Je l'ai vu évoluer et surtout je l'ai vu gagner en compétences, je l'ai vu gagner en expertise, je l'ai vu gagner en maturité business, et donc du coup, à l'époque, j'aurais probablement pas acheté chez lui, mais aujourd'hui, je vais encore plus acheter chez lui parce que lui, j'ai vu qu'il avait de l'expertise et il me l'a Mmh. montré, tu vois? Par le 100. biais de il a pris en compte les feedbacks de: «Bah, là, je suis pas bon», pour devenir meilleur, tu vois? Et je trouve ça super intéressant, hem, comme vision. Je sais pas ce que tu en penses de cette idée-là, qu'on montre pas 100. suffisamment, en fait, qu'on n'est pas bon dans certains trucs ou qu'on galère ou Ouais, qu'on fait des bêtises, alors qu'on est des êtres humains donc bah, logiquement, on en fait tous. Je sais pas ce que tu en penses de ça? 100. Mais oui, je suis vraiment aligné là-dessus. Après, je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce Bien que sûr. juste, c'est ultra, dur d'être vulnérable sur ton contenu ou juste publiquement si tu as un minimum d'audience. Mmh, Si tu as rien, je pense que si tu as aucune audience, je pense que c'est bien parce que tu peux que avancer. Mais parce mmh, que je pense qu'aussi une erreur d'être de vulnérabilité si tu la positionnes mal ou si tu le fais d'une mauvaise façon, je pense aussi que ça peut, affecter ta brand négativement. Puis mmh, aussi, la brand, c'est ultra important, juste comment les gens, ils vont te percevoir. Donc si tu fais une erreur au niveau de ta brand, en faisant une erreur de genre, je sais pas, t'as partagé quelque chose qui ne devait pas être partagé ou qui affectait pas ta brand positivement. Je pense que ça peut affecter aussi négativement. Puis une brand, c'est ta réputation aussi. Donc il y a la phrase de, je pense qu'il dit ça prend 10 ans à bâtir une réputation, puis 1 seconde à l'affecter ou à la perdre. Puis c'est ultra important, je pense que de constamment réfléchir de est-ce que ce contenu-là va favoriser ma brand vers le futur vers d'une manière positive ou est-ce que ça va, potentiellement l'affecter? mmh, Si ça peut potentiellement l'affecter, ben je vais pas publier ce contenu-là. Mais par contre, je te rejoins vraiment là-dessus sur voir l'évolution, voir une personne qui a commencé à un certain point A, puis, elle avait certaines problématiques où elle était vraiment vulnérable sur les points où elle n'était pas experte, puis elle a publié. Puis, tu vois l'évolution, je pense que tu peux vraiment t'attacher à la personne. Puis d'ailleurs, c'est ça que je voulais partager aussi quand tu disais, ça m'a fait penser. Mais, moi, tu vois, au mois d'avril, donc le mois dernier, j'ai signé un nouveau client. Puis ce client-là, j'avais eu un call avec lui en août. J'avais pas encore lancé, l'accompagnement. Moi, l'accompagnement, je l'ai depuis, septembre. Mais je l'avais eu en août. Puis ce mec-là, quand je l'ai eu en août, il m'avait pas il me suivait depuis que je faisais du contenu de muscu parce qu'au début, je faisais du contenu de muscu quand j'avais 17 ans, quand j'ai commencé. Puis, il a vu toute l'évolution, c'est ce qu'il m'avait dit sur notre premier appel en août. Puis là, en mai, il a vu toute l'évolution encore, l'autre évolution de août à avril. Puis à avril, j'ai pris un appel avec lui pendant 20 minutes, puis il a payé. Donc, putain. donc c'est ça. Bah, déjà, félicitations, c'est génial. Merci, Mais au-delà de merci. ça, c'est hyper pertinent ce que tu me disais, sur le fait que ça puisse affecter ta brain. Je pense qu'il y a un vrai, équilibre à trouver. Je pensais pas forcément à, tu sais, de la vulnérabilité en mode, bah, là, j'ai fait une bêtise ou là, j'ai pas Ouais, été compétent ou autre. Ça, pas forcément, parce qu'effectivement, ça a pas toujours de la pertinence de montrer qu'on n'est pas compétent ou qu'on est nul. Par contre, 100. accepter le fait que, bah, on est à un palier et que du coup, on peut partager le fait qu'on est à ce palier-là, que c'est dur et cetera.
Il y a ce côté-là. Après, il y a un autre côté que je trouve très intéressant et c'est notamment ce que partage Iman par moment, c'est, la notion d'échec. J'aimerais Mmh mh. juste faire une petite aparté avant de retourner dans les concepts business dont on parlait et j'en ai quelques-uns, autres, notamment la vente qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Hem, la notion d'échec. Hem, avant de te donner, j'ai eu un insight hier, soir avant de dormir sur le sujet. Avant de te le donner et de te faire réagir dessus, comment est-ce que toi tu vois l'échec? De manière générale. C'est quoi ta vision sur cette notion-là d'échec? Mmh. Je pense que, bah, déjà, je pense qu'il y a pas d'échec. Je pense qu'il y a juste des «erreurs de parcours» entre guillemets. Mmh Puis mh. moi, j'ai vraiment pas une connotation négative à l'échec. Surtout quand on est jeune, je pense qu'il faut genre, il faut avoir des échecs le plus rapidement possible quand tu commences, puis stacker le plus d'échecs possible. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Hormozy. Mais stacker le maximum d'échecs possible au début, comme ça, tu peux que t'améliorer et tu peux constamment, réaméliorer, puis pas refaire ces erreurs-là. Parce que en fait, c'est le but des échecs, c'est de pouvoir ne plus refaire ces erreurs-là, puis constamment apprendre sur ton parcours. Donc donc c'est ça, c'est juste de stacker le maximum d'échecs. Comme ça, tu peux constamment t'améliorer. Puis j'ai aucune connotation négative. J'ai eu plusieurs d'échecs, je pense que toi aussi tu as dû en avoir. Mais chaque entrepreneur, puis aussi c'est ça, je reviens à mon point de juste quand tu consommes du contenu et quand tu commences à t'intéresser sur le contenu business, tu remarques des patterns que tous les mecs qui font beaucoup de cash et tous les mecs qui ont du succès économique, ils te parlent tous de leurs échecs et ils te disent tous qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Ça existe pas un mec qui dure sur le long terme, qui a fait du cash comme ça, puis qui a eu aucun échec. Donc Mmh. j'ai jamais eu une connotation négative à l'échec. Après, il y a certaines choses qui sont, genre des fois ça fait chier, puis il faut trouver des solutions, tout ça, mais ça fait partie de ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Puis ça fait partie du métier qu'on a choisi. Je pense que quand tu es entrepreneur, tu signes le contrat avec quelqu'un, la personne qui décide, que genre t il va avoir des échecs, c'est pas le parcours le plus facile, c'est le parcours le plus dur. Mais par contre, c'est le reward est insane. Puis aussi, encore une fois, ça revient à mon point de super humain, mais Mmh. tu t'améliores tout le temps. Puis, ce que j'adore aussi avec le business, c'est que chaque, en fait, comment tu vas opérer ton business, puis les résultats que tu vas avoir sont 100% en ligne avec la personne que tu es et les croyances limitantes que tu as et tes skills. Donc en fait, le plus toi, en tant qu'être humain, tu vas être, un humain de qualité, puis tu vas être, bon en tant qu'humain, le plus ton business va fonctionner. Donc voilà. Mmh. C'est intéressant. Alors avant de te donner mon insight sur, l'échec hier, j'ai une Ouais. citation qui illustre hyper bien ce que tu fais. C'est de Miles Adcock. Attends, je vais redire. C'est de Miles Adcox, pardon. Heu, ouais, c'est ça, c'est Miles Adcox et il dit: «Quel privilège d'être épuisé par le travail que tu suppliais autrefois l'univers de t'accorder. Quel privilège de te sentir dépassé par la croissance dont tu ne faisais que de rêver. Quel privilège d'être mis à l'épreuve par une vie que tu as construite intentionnellement et quel privilège d'avoir dépassé les choses avec lesquelles tu te contentais autrefois». Mmh. Et je trouve que cette citation, elle illustre hyper bien ce que tu viens de me dire parce Ouais. qu'elle explique qu'en fait, on supplie, quand on est dans une situation qui nous plaît pas et que du coup on prend la décision d'entreprendre. En fait, on rêverait d'avoir ce niveau-là de problème parce que c'est des problèmes qui sont tellement luxueux dans l'idée que, bah, on a construit une vie qui est intentionnelle, on a construit ce qu'on voulait, et Mmh. que du coup ça nécessite effectivement régler des problèmes, faire des erreurs, avoir des échecs et cetera. Et je trouve que ça illustre très bien en fait ce que tu dis, c'est que la plupart des gens qui entreprennent et comment dire? Qui se lancent dedans, signent un contrat avec cette vision-là de: «Je signe pour du problème, je signe pour de la responsabilité, je signe pour du stress, je signe pour ça». Parce que le bénéfice de construire ma vie intentionnellement, de sortir de ma routine actuelle, de sortir de ma réalité actuelle, ça a Ouais. plus de bénéfices que ces problèmes et ce stress n'ont d'inconvénients, tu vois? Et je pense que c'est vraiment 100%. important pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui
entreprennent et qui vivent peut-être des moments, de galère, ce qui est en fait notre quotidien, hein, clairement. Hem, ou quasiment, on va pas non plus, extrapoler ni faire les marseillais, mais globalement, c'est un peu ça. Ouais, On en a au moins toutes les semaines, je pense, un petit problème, un petit truc à gérer. Mais, de manière générale, ouais, on signe pour ça, en fait. On signe pour ça 100. et limite, on prie pour ça, même si on s'en rend pas compte. Quand on regarde, nos entrepreneurs préférés, nos gourous préférés, peu importe, en fait, on se dit régulièrement: «Putain, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien atteindre son niveau de succès» et cetera. Et d'ailleurs, c'est Iman qui l'explique très bien. La plupart des gens ne sont pas prêts, en fait, à atteindre ce niveau de succès parce que ce niveau de succès implique un niveau de stress qui est plus élevé. Typiquement, et j'en parlais en podcast avec, Raphaël Gauthier lors d'un autre podcast, et en fait, on se disait tous les 2: «On ne veut surtout pas être milliardaire». Parce qu'être Mmh. milliardaire quand tu es entrepreneur, ça implique très probablement un niveau de stress, de responsabilité, de manque de sommeil, potentiellement aussi baisse de temps pour soi ou de qualité de vie, parce que c'est tellement élevé comme niveau de business que, en fait, ça correspondrait plus à la raison pour laquelle on s'est lancé, qui est la liberté. Et je pense que tu es moins libre quand tu es milliardaire que quand tu es millionnaire, tu vois? C'est mon avis. 100. Peut-être que j'ai tort, 100. mais je pense que tu t'enfermes beaucoup plus dans une ambition qui est immense, dans Ouais, l'immensité de ton ambition. Je vais reframer comme ça. Je pense que tu t'enfermes beaucoup plus dans l'immensité de ton ambition quand tu cherches à être milliardaire que quand tu cherches à être millionnaire. 100. Je suis vraiment aligné aussi là-dessus avec toi. D'ailleurs, je vais te poser la question, est-ce que toi, c'est quoi ton est-ce que tu as une target où tu te dis, genre, au niveau des ambitions? Parce que je sais qu'Iman sur ton parce que je voulais rebondir sur ton point, je sais qu'Iman, j'ai déjà entendu dire, genre: «Je veux pas dépasser les 1 à 2 milliards Mmh, parce que je pense qu'après ça, c'est trop de genre, il y a exact. trop de stress, puis moi, je veux juste dépasser la barre des 1 à 2 milliards puis après être Mmh. chill». Donc je me demandais, est-ce que toi, tu as une target comme ça ou? J'ai pas une target, financière, hem, pas parce que je vise pas l'argent, évidemment. Mmh Quand mh. on est entrepreneur, c'est la métrique, qui nous permet de je crois que c'est Bernard Tapie qui disait que, heu, un pianiste, on mesure son niveau de succès par le nombre de disques qu'il a vendus. Un entrepreneur, on mesure son niveau de succès par le chiffre d'affaires. Mmh. C'est foncièrement, c'est vrai, hein. C'est notre Ouais. métrique de réussite. Hem, je crois pas que j'ai une target financière. J'ai une target de vie qui nécessite un niveau financier minimal. Mmh. J'ai un espèce de niveau financier minimal viable pour la vie que je veux, et ce niveau financier, il est pas forcément en assets que j'aurais stacké de côté, mais plutôt en récurrence, en cash flow. OK. Heu, parce qu'en fait l'autre partie assets, elle est incluse dans cette vision. Hem, globalement, on est sur, un chiffre qui varie, tu vois? Mais Mmh. globalement la target serait entre, 20 et 50 millions globalement, Ouais. sur une fin de vie. Mais tu sais, enfin, j'ai beaucoup de mal à fixer un objectif précis à très long terme, heu, parce que, et on s'en rend compte quand on se regarde dans le miroir, notre cadre, contexte et niveau de vie change tellement en l'espace de 6 mois que c'est dérisoire de penser qu'on a le contrôle et une vision claire sur, notre vie à 10, 15, 20, 30 ans. 100. Typiquement, je sais absolument pas comment va être ma vie quand j'aurai 50 ans. Non, C'est c'est sûr. impossible parce qu'en fait, Ouais. dans ma vie, il peut se passer plein de trucs. Je peux trouver une femme qui peut me détruire ou qui peut être géniale. Je peux avoir plusieurs enfants. Il y en a qui peuvent mourir, ça peut me détruire mentalement. Je peux perdre mes parents trop tôt. Je peux, finir sous une voiture aussi, c'est possible. Donc en fait, Mmh. ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de viser une direction, comment dire? Pas trop précise, mais où il y a des éléments qui sont précis et les métriques chiffres, le sont pas. Dans le sens où, tu vois, par exemple, typiquement, l'objectif que je vais avoir de manière très précise, c'est de, quotidiennement viser à apprendre quelque chose de nouveau, Mmh. tu vois? C'est un objectif qui est hyper atteignable, hyper simple. Tu lis un bouquin, tu apprends toujours un truc nouveau, si tu l'as jamais lu. Ouais. Ou avoir des insights ou écouter des podcasts et cetera. Tu vois, c'est devenir un peu moins bête tous les jours. C'est pas devenir plus intelligent, c'est devenir moins bête, en suivant la 100. citation de Jacques Brel. Ça, je trouve que c'est un objectif qui, à vie, est atteignable, pertinent et me rend plus heureux.
parce que je suis très curieux, parce que j'aime bien me poser plein de questions, j'aime bien mieux comprendre les choses, mieux comprendre les gens, les êtres humains. Hem, Viser un chiffre business, est pertinent sur, du, Q1, Q2, Q3, Q4, sur, de l'annuel, à la limite sur 2 ans, tu vois? Quand tu fais des bilans prévisionnels de résultats, mais, hem, moins sur le long terme. C'est mon avis et j'ai peut-être tort. Vraiment, je Mmh mh. suis complètement ouvert à ce que j'ai tort. Hem, mais je trouve que ça l'est moins dans le sens où, hem, c'est c'est plus compliqué de viser une ambition de chiffre d'affaires que de viser une ambition d'influence. Et quand je dis influence, 100%. c'est pas être influenceur, c'est d'influence sur le monde, tu vois? Mmh mh. Ouais, D'impact. Et je ouais. pense que c'est plutôt ça. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, hem, c'est Rick Risby qui disait lors d'un discours, hem: «La question c'est pas, combien de temps il me reste à vivre, c'est comment je vis. Tous les jours Mmh. posez-vous cette question, ainsi votre influence grandira sur le monde». Et c'est très vague, très généraliste comme citation, donc voilà, mais d'une manière générale, ça veut dire que, je préfère me poser une question tous les jours et apprendre quelque chose tous les jours et viser une influence et un impact plus important, plutôt que de viser un chiffre d'affaires ou un chiffre financier, même si c'est dans ma tête évidemment, mais à court terme, tu vois? 100%. Mais après c'est la target et l'objectif Ouais, c'est final, différent, je c'est juste j'entends, ouais. l'output. C'est juste l'output, donc mais moi je suis vraiment là-dessus. Par contre, je pense que c'est important aussi de se fixer des targets clairs dans Mmh, genre, je sais pas, 90 jours ou Q1, Q2, Q3, c'est ça, Q4 on ou est d'accord, l'année ça comme tu complètement. disais. Mais ensuite, dès que tu as cette target-là, reverse engineer toutes tes actions que tu dois mettre en place et ça, c'est tes objectifs que tu dois atteindre à chaque jour ou à chaque Ouais, semaine. Comme ça, tu sais: «OK, je dois faire» admettons, on parle en vente, je dois envoyer tant de messages, je dois, booker tant de calls, je dois avoir tant de taux de show up, je dois closer tant de personnes. Comme ça, tu sais que tu peux atteindre la target finale, mais en ouais, soi, le plus important, comme tu disais, puis je te suis vraiment là-dessus, c'est de se fixer des objectifs journaliers et sur la semaine, puis des objectifs surtout de faire des actions, pas juste ouais, d'avoir, le résultat. Parce que le résultat en soi, ça va juste de te donner un pic de dopamine, mais après le jour d'après, ben, exactement. tu sais pas quoi faire. Et tu vois, il y a tu sais, c'est Charles qui c'est mon associé qui me disait, c'est une citation, je sais plus de qui dit: «Sois impatient dans l'action, enfin, sois patient dans le résultat, impatient dans l'action». Et c'est Mmh. vraiment ça, en fait, c'est, Ouais, ouais. surtout que le résultat, il a un côté incontrôlable, un côté chance, un côté, tu vois, qui est moins palpable. Évidemment, il y a des résultats que tu peux beaucoup contrôler, mais tu vois, typiquement, le chiffre d'affaires, il y a un côté incontrôlable. Le marché peut s'écraser, les gens peuvent plus avoir 100%. d'argent du tout, hem, tes setters peuvent tous partir d'un coup, il peut se passer plein de choses, tu vois? Ou même, je sais pas, ton compte peut être bloqué d'Instagram ou j'en sais rien, ou tu peux pas prospecter ou Mmh. tu peux pas créer de contenu ou Ouais. peu importe, tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus contrôlable de se focaliser sur de l'action que sur du résultat. Hem, pour te donner une vision sur ce que moi parce que j'ai peut-être une, comment dire? Vu que je suis né en France et j'ai vécu en France toute ma vie, j'ai peut-être Mmh. une influence qui est plus française, francophone et européenne. Là Ouais. où la tienne est peut-être plus touchée par le monde anglophone qui justement a une vision de l'échec qui est très, toujours très positive. Hem Mmh. et pour le coup, moi, j'ai été influencé par le côté français et du coup, je m'en suis sorti pour, avoir cette vision finale. Ma vision, elle est la suivante sur ce que c'est l'échec, la réussite et l'abandon. C'est trois thématiques que je touche dans ça. Pour l'instant, c'est pas formalisé, donc je l'ai juste écrit sur un papier. Mmh. Mais en gros, ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, c'est que l'échec, heu, n'est pas dû à des mauvaises décisions. L'échec est dû à une succession de bonnes décisions exécutées de manière imparfaite. Ce qui est très 100%. différent. En gros, ce que j'explique, c'est que la seule mauvaise décision est l'abandon et que toutes les autres décisions sont de bonnes décisions parce que ce sont des décisions d'agir, de tenter Mmh. des choses et qu'elles sont juste exécutées de manière imparfaite parce qu'il y a une dette de conscience ou de connaissance. C'est exactement ce qu'on Ouais. essaie de péter aujourd'hui, hein, sur certains sujets 100%. qu'on va traiter après. C'est juste, j'ai mal exécuté, pas assez rapidement, pas assez pertinemment, j'ai écouté telle méthode, mais en fait, il manque tel élément ou alors je l'ai pas bien fait et donc du Ouais. coup, ça n'a pas marché. Et là où la réussite intervient, c'est le moment où j'ai eu une succession suffisante d'échecs pour que l'exécution devienne moins imparfaite et finisse par être suffisamment bonne pour que réussite s'accomplisse. 100%. Et du Mais coup, vas-y. c'est comment dire? C'est moins victimaire que la vision générale qu'on a de l'échec où on se dit: «J'ai échoué, donc j'ai pris des mauvaises décisions».
Genre tu 100%. sais, j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais pas dû faire ceci. En fait, j'aurais juste dû le faire différemment. C'est pas le ne pas le Mmh. faire ou c'est pas, ne pas viser cet, objectif. Genre typiquement, par exemple, hem, on va donner un exemple très, high ticket pour le coup. Je Mon objectif ou ma réussite, ce serait trouver des clients, typiquement, Mmh. avoir du chiffre d'affaires. Ma décision, c'est, prospecter. Ouais. OK. C'est pas une bonne ou une mauvaise décision pour le coup, c'est juste une décision d'agir. Donc en soi, c'est une bonne décision, j'ai tenté un truc. Par contre, j'ai prospecté, mon message de prospection, mon premier message est pas bon, j'ai mis du temps à répondre à mes prospects, j'ai été trop brutal, trop brusque, trop direct ou pas assez, et donc du coup, en fait, j'ai closé personne. Est-ce que j'ai pris une mauvaise décision en choisissant de prospecter? Est-ce que c'est pas la bonne stratégie? Est-ce que c'est pas la bonne méthode? Est-ce que c'est et tu le disais tout à l'heure, toutes les méthodes marchent. Donc du coup, c'est Mmh. pas une mauvaise décision d'avoir tenté une méthode, c'est juste qu'elle a été exécutée de la mauvaise manière ou de manière, imparfaite ou pas assez rapidement comme je disais, et je pense 100%. que c'est plutôt ça. Je sais pas ce que tu en penses de cette vision-là de l'échec versus abandon versus réussite? 100%. Mais oui, et à 100. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, mais juste, je pense que le seul échec qui est vraiment, c'est quand t'arrêtes parce que tu genre c'est pas c'est pas des échecs de juste un truc, tu un truc, ça marche pas parce qu'il y a différentes manières de faire. C'est juste que tu as mal exécuté l'action que tu voulais faire. Mais le seul échec que tu vas avoir, c'est quand tu vas arrêter. Parce que je te donne l'exemple de la bourse, c'est la même chose. Quand tu rentres en bourse, tu rentres sur une position, puis admettons le marché descend, puis sur ton dashboard, tu es à genre moins 20%, mais tu es à moins 20% que si tu vends et que si tu sors et Mmh. si tu abandonnes ta position versus t'attends, je sais pas, 2-3 ans, puis ça remonte, puis là tu fais plus 40%. C'est un exemple encore une fois, mais là tu vas sortir et là tu vas win. Mais Ouais. t'es pas sorti quand ça faisait moins 20%. Mmh. Donc j'aimais bien cette analogie, puis Ah, je c'est pense que c'est intéressant la ça même comme chose. analogie. Parce que du coup, là, c'est même plus juste parce que, tu sais, la bourse, pour le coup, il y a de l'inaction, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est, le fait que l'abandon, en fait, c'est au moment où il a arrêté, il peut être une bonne ou une mauvaise décision. Ça change ma définition, du coup. Parce qu'en Mmh. soi, on peut abandonner au bon moment. Tu sais, genre, on peut Ouais. faire ce qu'on appelle un exit, tu vois? Mmh. C'est Guillaume Moubèche qui a fait ça, il y a pas si longtemps avec sa boîte qui a explosé. Il a fait un exit, potentiellement, c'est pas une mauvaise décision, tu vois? Parce que, Ouais. bah, ça a marché. Mais je pense que par contre, effectivement, l'abandon quand ça ne fonctionne pas et quand, en fait, oui, l'abandon est une mauvaise décision à partir du moment où l'abandon semble être, l'option la plus facile. Mmh. C'est ça, en 100%. fait. C'est Ouais. genre, quand abandonner quand tu as réussi, quand le cash tombe et cetera, je pense que c'est plus dur que d'abandonner quand, il y a rien qui va, quand tu fais pas d'argent, quand tu es plein de Mmh. doutes, quand, c'est dur, quand tu dors pas. Je pense que l'abandon, arrive de manière beaucoup plus évidente que quand tout se passe bien, quand tu fais beaucoup d'argent, quand tu es riche, quand ta boîte marche. Ouais. Et donc du coup, ouais, effectivement, c'est intéressant ce que tu me dis parce que ça me permet d'avoir une vision sur ce terme-là et sur comment je le définirais qui est plus complète. J'aime beaucoup. Mmh. Je viens d'apprendre un truc aujourd'hui, objectif atteint. C'est gentil. Trop cool. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? J'avais envie de du coup d'aller chercher un autre sujet, la vente. Je pense que, Ouais. c'est un sujet qui nous intéresse tous les 2. C'est un 100%. sujet qui évidemment est hyper vaste, et je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller chercher tous les points sur ce que c'est la vente. D'ailleurs, Mmh. j'ai un podcast avec Basile Viarn qui est un excellent vendeur, qui lui-même a fait d'autres podcasts. N'hésitez pas à taper Basile Viarn sur, YouTube. Excellent vendeur, il a fait des ventes et des ventes et des ventes. Il a beaucoup, beaucoup de choses à vous apprendre plutôt. À apprendre aussi OK. potentiellement, je sais pas. Mmh. Bref, je me perds, mais en tout cas, voilà, parlons un peu de la vente. Comment est-ce que tu vois la vente? Tu me parlais de psychologie tout à l'heure, on va essayer de creuser vraiment ça en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la psychologie de la vente? C'est quoi exactement pour toi? Beh, d'abord, c'est juste de comprendre qui est-ce que tu as devant toi, puis juste poser des bonnes questions, puis Mmh, être aussi ultra axé sur l'écoute active, puis juste écouter la personne devant toi. Si tu as le meilleur script de vente, mais t'écoutes pas la personne devant toi et t'écoutes pas qu'est-ce qu'elle dit, puis comment tu peux rebondir sur certaines choses ou plus creuser, parce que tu as bien écouté la personne devant toi, ouais, ben, le meilleur script de vente, il va rien faire versus quelqu'un qui a aucun script, mais qui a une écoute active qui est insane. L'écoute active va beaucoup plus closer que le mec qui a le meilleur script de vente. Parce mmh, que si tu vois, en fait, un script de vente ou une trame, c'est juste un chemin, c'est un fil conducteur d'un appel de vente. Ça te permet de ne pas sortir
du contexte parce que généralement, j'imagine tu as dû le voir, mais sur des appels de vente, les prospects, ils vont essayer de sortir du but de l'appel parce que c'est une situation qui est inconfortable. Puis c'est normal, c'est humain de vouloir sortir d'arrêter de parler de ça. Donc il va te raconter sa vie, tout ça. Mais le but de la trame, c'est vraiment de garder le cadre, puis de continuer sur le fil conducteur. Parce que Ouais. si tu sors trop de cette trame, ben c'est très très dur de ramener la personne sans que la personne se braque. Parce que Ouais. si tu sors trop, t'es sorti trop loin et vous avez parlé de trop de trucs qui ont pas rapport avec le but de l'appel, puis tu t'essayes de la ramener direct, ben la personne va se refermer, puis c'est surtout pas Mmh. ça que tu veux. Donc, je reviens à mon point, juste la vente, la psychologie humaine, c'est l'écoute active. C'est intéressant le terme écoute active. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est quoi? C'est faire preuve de soft skills genre, l'empathie, la compréhension de l'autre et cetera? Est-ce que c'est un peu ça ce que tu veux dire par l'écoute active? Mmh. Ouais, oui, ça, puis aussi juste vraiment prendre le temps d'écouter la personne, puis juste comprendre sa situation parce que quand tu as une bonne écoute active, tu peux en fait, tu comprends ce que la personne te dit, puis t'es pas là en train de dire: «OK, c'est quoi la prochaine question que je dois poser?» Mais ça va Mmh mh. sortir direct comme dans le flow, genre là, on est en podcast, on rebondit sur certains sujets parce que tu as une écoute active quand tu me parles, puis, quand moi je parle, puis moi j'ai une écoute active avec toi quand tu parles. Parce qu'on Mmh. peut rebondir sur certains sujets, puis ça crée un flow, puis ça crée une discussion qui est authentique versus: «OK, c'est quoi la prochaine question que je dois poser sur mon script?» Puis c'est là où la personne va sentir la connexion, puis la confiance. Ouais. Puis c'est ultra important juste sur un appel de vente d'avoir la confiance, surtout dans des marchés où la confiance est vraiment pas là, puis on est dans un marché de récession de confiance, comme tu le sais. Puis c'est Mmh. ultra important la confiance, donc si tu es là tout le temps à essayer de poser tes questions sur ton script, puis tu connais pas ton script, puis tu poses tes questions d'une manière pas authentique, tu vas pas avoir de confiance, donc Mmh. indirectement tu vas pas vendre. Donc ça serait ça, l'écoute active, c'est juste de bien écouter la personne, comme ça tu peux rebondir et creuser sur les choses qu'elle te dit pour que la personne parle et vulgarise sa situation. Puis la personne va être beaucoup plus en confiance parce qu'elle te dit des choses qu'elle dit pas normalement à d'autres personnes. Donc c'est là où tu sais que tu as le stade de confiance que tu veux avoir sur un appel de. Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur la confiance. Alors, on est complètement d'accord sur le fait qu'il y a une crise de la confiance. Mmh. Je sais plus qui est-ce qui m'a expliqué ça dans un de mes anciens mentors, je pense, qui était, mais qui a dû tirer ça lui-même d'autres mentors, mais qui disait que globalement la vente, c'est, créer un pont de confiance, auprès d'un prospect, sur, le passage d'une situation A à une situation B Mmh. et se faire ce pont de confiance. Genre, je suis ce pont-là. Dans l'idée que, par le biais de moi et mon offre, tu passes d'une situation A à une situation B et le fait de visualiser le fait que l'offre, c'est ce pont et solidifier ce pont dans son esprit, c'est ça la vente. C'est, 100%. passer d'un état où je sais pas si c'est le bon pont pour arriver à ma situation, à c'est le seul pont que je dois prendre et je dois le prendre maintenant. Et c'est un peu 100%. ça, tu vois? Ce que tu m'expliques, c'est l'idée de confiance. Il y a une autre idée que j'ai beaucoup entendue, c'est justement le mot empathie. Mmh. Ouais. Et j'ai longtemps pensé que l'empathie, c'était, réservé à une partie des closers, une partie des Mmh. vendeurs. Ouais. Parce que, tu sais, tu as des vendeurs qui ont l'air beaucoup plus shark, beaucoup Mmh. plus, dans, «Je te prends ton argent et je te Ouais. manipule» et tu en as d'autres qui sont beaucoup plus dans cette idée de, hem je ressens sincèrement, ce que tu vis et ça me fait mal et je vis ton émotion et du coup, les closings étaient très émotionnels. Parfois comment dire? Les les nouveaux clients ou les leads, pleurent en plein appel et Mmh. cetera. Ouais. Hem, Qu'est-ce que tu penses avant que je te donne une définition? Parce que j'ai une vraie définition de l'empathie qui explique en fait, pourquoi est-ce qu'on a des scripts de vente et cetera. Comment est-ce que tu définirais, ce terme d'empathie? Moi, je définirais l'empathie sur, juste vraiment, montrer à la personne que tu l'écoutes. Déjà, ça part avec l'écoute active, encore une fois, Mmh. mais juste montrer à la personne que tu l'écoutes et que t'es pas là pour juger cette personne. Parce que généralement, les gens, ils vont pas s'ouvrir parce qu'ils ont peur que tu les juges par rapport à leur situation. Donc, si tu arrives à créer ce cadre-là d'empathie, que la personne ressent que tu es empathique avec sa situation, puis qu'elle t'écoute, encore une fois, ça revient à l'écoute active, ben elle va pouvoir beaucoup plus s'ouvrir parce qu'elle a confiance en toi.
Puis c'est là où tu crées la confiance. Puis, donc ça serait vraiment ça. Je pense que je Mmh. veux pas trop surdévelopper, mais je pense que juste l'écoute active, c'est, non, c'est quoi que tu avais dit? La question, L'empathie. c'était ouais, l'empathie, c'est purement de l'écoute active et montrer à la personne que tu vas pas la juger par rapport à ce qu'elle te dit. Puis Mmh. montrer vraiment que tu comprends sa situation. Utiliser des histoires, que ce soit des histoires personnelles ou des histoires de clients qui te font penser à cette personne-là et que la personne va pouvoir Mmh. s'identifier à ces histoires-là. Puis, comme parce que j'imagine tu le sais, mais les histoires, c'est ce qui fait vendre aussi. Story Mmh. sells. Donc raconter des histoires par rapport que ce soit des histoires personnelles à toi en tant que fondateur quand tu as un appel de vente avec un prospect ou une histoire d'un client qui était dans la même situation que ton prospect et raconter cette histoire-là. C'est un petit peu la même chose, quand tu fais du marketing, quand tu veux montrer des études de cas ou des résultats clients. Généralement, les gens, ils vont juste raconter leur situation actuelle avant qu'ils rejoignent l'accompagnement ou n'importe ce que tu vends, pourquoi ils ont rejoint, puis maintenant la situation qu'ils ont en ce moment, bah, c'est la situation désirée de ton prospect. Donc voilà. C'est intéressant comme idée, heu tu vois, ça me fait penser à l'idée aussi que, comment dire? Hem, je pense que c'est pas juste montrer à l'autre, tu sais, qu'on prend conscience de ce qu'il vit au quotidien. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas fake et donc Mmh. non seulement lui montrer, mais véritablement le ressentir, Ouais. se sentir capable de et la définition que j'avais de l'empathie, et j'aime bien cette définition, j'ai mis du temps à la trouver parce qu'elle explique certains trucs très concrets. Tu vois, vraiment, c'est sortir de la trame de vente, de, certains types de questions pour comprendre ce que c'est vraiment la vente. Et Ouais. dans la vente, je trouve que cette notion d'empathie est hyper importante parce que l'empathie pour moi, c'est se rendre capable d'un niveau de conscience de l'autre suffisamment profond pour éprouver sincèrement les joies et les souffrances d'autrui. Et qu'est-ce que j'entends par là? La première partie, c'est se rendre capable d'un niveau de conscience de l'autre suffisamment profond et ça, en fait, c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a des scripts de vente, pourquoi est-ce qu'on se dit perpétuellement qu'il faut découvrir la situation actuelle, découvrir les douleurs, découvrir la situation Mmh. désirée. En fait, ça permet de se rendre, capable d'un niveau de conscience de l'autre. En gros, je comprends complètement où est-ce qu'il en est, d'où il part, où est-ce qu'il veut aller et le fait de se rendre capable de comprendre ça, de manière suffisamment profonde, te permet en gros, c'est te donner l'arme pour éprouver sincèrement les joies, donc en gros, notamment ce qui, l'intéresse, donc sa situation désirée. Mmh. Genre qu'est-ce qui le rendrait heureux? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Qu'est-ce qui crée cette émotion positive? Et les souffrances, donc la situation actuelle, les douleurs, du coup, une autre émotion qui est plus négative, tu vois? Et je pense que, tu vois, on parle souvent il faut que l'appel soit émotionnel, il faut que tu comprennes la situation actuelle du prospect, il faut que tu poses les bonnes questions. Tout ça, en fait, est englobé dans cette idée de l'empathie, dans cette idée de: «Je me rends capable de comprendre» et du coup d'éprouver et du coup d'utiliser, autant les joies, les émotions positives que les émotions négatives du prospect que j'ai en face de moi, pour l'aider à prendre la meilleure des décisions possibles, Mmh. tu vois? Et d'ailleurs, c'est 100. un autre sujet, hein, la meilleure décision. Dans la vente, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que, tu sais, quand on dit prendre la meilleure décision possible, en général, c'est en gros la meilleure décision possible, c'est genre: «Achète chez moi» et Mmh. moi, je sais pas si tu as déjà eu des appels comme ça. J'ai déjà eu des appels où je disais à la personne: «Écoute, tu m'as expliqué ta situation et je la comprends et je la ressens profondément et je pense que je suis pas la bonne personne pour t'aider». Ouais, Parce que ça 100. collait pas avec, mon accompagnement, parce qu'il était trop débutant ou trop développé. Bon, trop développé, j'ai pas eu, mais, trop débutant et donc du coup, Mmh. trop développé, c'est compliqué quand même de dire non en général. Ouais, Mais, ouais. trop débutant, parfois on peut pas aider parce que, il y a trop de blocages, il y a trop de choses, initiales qu'un Mmh. autre type d'accompagnement aidera, mais pas le nôtre. Est-ce que 100. tu as déjà vécu ça justement? Ouais. Le fait de devoir refuser quelqu'un parce que la meilleure décision à prendre pour lui, c'était pas forcément d'acheter chez toi. Ça t'est déjà arrivé ou pas du tout? Ouais, 100. Mais après, généralement, j'essaie de ne pas prendre d'appel de vente avec ça, avec ces personnages. Mmh. Je vais essayer de le régler sur le setting, mais en fait, avant de prendre un certain accompagnement et avant de vouloir une certaine situation désirée, faut faire Mmh un mh. gros travail aussi sur ses croyances Mmh. limitantes.
Puis généralement, moi, les personnes que j'ai refusées et que j'ai dit non, genre pour le moment, c'est pas un bon moment, je pense pour toi, c'est purement au niveau des croyances parce que avant de vouloir atteindre une situation désirée, il faut que tu enlèves certaines croyances limitantes. Puis on a tous des croyances limitantes, ça c'est sûr, mais je pense que l'humain qui atteint le maximum de succès dans sa vie, c'est la personne qui a le moins de croyances limitantes parce qu'il pense que tout est possible. Puis en fait, c'est la meilleure manière, je pense, de vivre. Mais encore, je reviens à mon point où juste j'ai disqualifié entre guillemets, mais ça veut pas dire qu'on va travailler ensemble, on va jamais travailler ensemble. C'est juste que pour le moment, je vois pas que c'est pertinent qu'on prenne un appel ensemble ou qu'on Mmh. travaille ensemble sur l'accompagnement parce que t'as pas encore fait le travail sur toi-même, sur tes croyances. Donc, si tu veux, je vais juste aller te rediriger vers des ressources que soit moi j'ai bâties ou des gens que je connais qui pourraient les aider. Parce qu'encore une fois, le but c'est toujours d'aider la personne que ça soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Donc, tu renvoies toujours de la valeur. Puis la personne, sur le long terme, va tellement te respecter, puis va tellement te voir comme une posture d'autorité parce que tu l'as pas. En fait, tu lui as dit non à un moment où elle était, tu pouvais pas l'aider. Donc, tu as été transparent, puis t'es pas allé chercher le cash au lieu de la relation long terme. Puis par contre, si la personne fait le travail sur elle-même, puis si, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, elle a fait le travail sur elle-même, puis là, tu es dans la position où tu peux l'aider, ben là, elle va payer comme ça. Elle aura même pas besoin de prendre un appel de vente parce qu'elle a Ah, énormément de confiance en toi. c'est intéressant. Ouais, ouais, carrément. Je comprends le raisonnement et c'est vrai que ça colle complètement du coup avec cette vision-là. Mhm, Donc j'aime beaucoup. Hem, on commence à voilà, avoir une petite discussion assez intéressante sur la profondeur de ce que c'est la vente. ouais, Hem et j'ai envie d'aller sur un autre sujet qui finalement le touche beaucoup, c'est les systèmes, et la notion d'effet de levier. 100%. Hem, je pense que si, les gens d'ailleurs qui te découvrent dans ce podcast et qui veulent potentiellement plus le découvrir, je mettrai évidemment le lien vers ta chaîne YouTube et tes réseaux, en description. N'hésitez pas à consulter la description. Hem, il y a un vrai sujet et une vraie, expertise sur l'idée de système, notamment de système clé en main, de structuration et cetera. Mhm, Pourquoi est-ce que pour toi c'est aussi important les systèmes pour, qui que ce soit qui entreprennent, en ligne notamment, hein, mais pas que? Pourquoi est-ce que cette idée du système, qui est très, pour le coup c'est du très terre à terre, mais du coup on va essayer de sortir et de comprendre pourquoi est-ce que mhm, c'est important d'avoir du système? Parce qu'en soi, dans toutes tes vidéos, il y a l'idée de système parce que c'est utile, ça fait gagner du temps et tout. Mais d'un point de vue conceptuel et intellectuel, pourquoi est-ce qu'avoir un système, c'est foncièrement pas juste important, mais absolument nécessaire pour n'importe qui, pour n'importe quelle personne qui entreprenne? mhm. Je pense que juste avoir des systèmes dans sa boîte, bah, c'est ce qui fait en sorte que déjà tu vas bâtir de la valorisation, mais ça, c'est plus pour le long terme parce que si tu as aucun système et aucune procédure sur un manuel d'emploi, si tu veux, par rapport à une tâche qu'il faut exécuter, déjà ton équipe, elle pourra pas l'exécuter proprement comment il faut la faire. Donc tu vas avoir un output de mauvaise qualité. Donc déjà pour la partie valorisation, que ce soit, n'importe quel business, il faut avoir des process clairs et des systèmes qui sont éprouvés, qui fonctionnent, puis que ça soit clair sur comment faire ces choses-là. Puis, puis sur la partie aussi communication de ton équipe parce que ça sera beaucoup genre tes employés et les gens qui travaillent avec toi vont beaucoup moins te demander d'énergie si tu as des bons process qui sont déjà mis en place et qu'ils ont pas besoin de réfléchir pour exécuter la tâche qu'ils doivent exécuter. Parce que si c'est ultra clair, si on va dire tu as un loom, un SOP, une SOP qui est ultra claire, tu as un loom qui explique comment faire la tâche, tu fais la tâche devant, enregistrée avec un loom. Puis derrière, tu as bien structuré ton SOP. C'est ça qui va faire en sorte que les gens qui travaillent avec toi, que ce soit toi ou tes clients, ne vont pas te prendre de l'énergie de ton temps. Donc, tu pourras focuser sur ce qui va apporter de la croissance, sur ton marketing, sur ton produit. Puis, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pas toujours être bloqué dans ton temps, dans ta journée, dans ta semaine,
par, quelqu'un dans ta team qui a besoin de quelque chose parce que ton process n'est pas clair ou un client qui a besoin de plus de support parce que ton produit n'est pas clair ou, n'importe. Donc ça fait juste si tu as pas de systèmes qui sont clairs et pas de manière d'exécuter une certaine tâche qui est claire, bah, c'est là où tu ça devient quelque chose qui va te prendre énormément de temps dans ta journée. Puis comme tu le Mmh. sais, on le dit, mais le temps, c'est ultra important, quand tu es entrepreneur. Mmh, c'est alors l'explication est hyper claire. Hem, je pense que là, ce que tu viens de nous expliquer, c'est l'utilité du système. Mmh mh. Et en vrai, c'est un vrai bon pourquoi, c'est que c'est utile, Ouais. et c'est même, c'est pas, c'est pas nécessaire ou fondateur. Je pense que c'est, structurellement indispensable. Je sais Ouais. pas si tu vois ce que je veux dire? Mais en gros, le fait de et on parle bien d'une entreprise. Quand on dit business, c'est un mot anglais, si on devait le comprendre en français parce que quand on parle de business, les dans le monde francophone, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, pour eux, être community manager ou prestataire de service ou monteur vidéo, c'est avoir un business. Mmh. Du coup, je trouve ça important quand même de séparer ça. Ça, c'est être freelance, c'est être, Ouais. self-employed, si on le dit en anglais. C'est, je suis auto-employé. Donc je suis juste un indépendant, mais je suis pas entrepreneur, je suis pas chef d'entreprise et je suis pas Ouais. à la tête d'un business. Et donc en fait, le système, c'est ce qui est, indispensable comme critère de différenciation entre self-employed et business. 100. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est j'ai une entreprise à partir du moment où elle est fonctionnellement basée sur un système. Si je n'ai pas de système, ce n'est pas une entreprise, c'est de l'auto-salariat. Mmh Et mh. c'est vraiment ça, je pense que qui définit le mieux un système et pourquoi est-ce que c'est indispensable? C'est parce que c'est ce qui définit le fait que tu as une entreprise. C'est qu'elle est systémisée. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est au-delà de, pourquoi est-ce que c'est utile? C'est surtout que c'est le le facteur différenciant de, l'indépendant et le chef d'entreprise. 100. Après, je pense qu'un freelance qui a documenté tous ses process et qui veut bâtir une boîte, et n'importe Mmh. qui a juste plus d'ambition que juste être self-employed, si le freelance documente tous ses process, comment il fait certaines tâches pour délivrer sa Mmh. prestation, il aura beaucoup plus il va pouvoir produire beaucoup plus et avoir beaucoup plus de missions parce que tout est genre le parcours client de OK, quand je commence un client, je dois faire ça, ça, ça. Ouais, Ensuite, la deuxième partie, je fais ça, ça, ça. Puis comment je le fais? Si même s'il est tout seul, mais il a tous les process qui sont documentés, il va beaucoup plus accélérer parce qu'il sait tout le temps quoi faire dans n'importe quelle ouais. partie de délivrabilité. Je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est pertinent ce que tu dis, mais là où je serais peut-être moins d'accord, c'est que je mélangerais peut-être pas le terme process et le terme système. Pour moi, Mmh. le process est la matière au système et donc un freelance ne peut pas avoir de système, puisqu'un système, par définition, il a plusieurs points d'entrée et c'est un élément complexe. Et cet élément complexe, il a besoin d'une société, d'une entreprise, d'une possibilité de scale et surtout d'équipe, potentiellement d'autres êtres humains que soi. C'est là que le système devient utile, sinon ça sert à rien d'avoir un système. Avoir des Mmh. process, c'est largement suffisant. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir uniquement des process, si tu es self-employed, c'est génial parce que c'est la meilleure manière de travailler. Si tu commences à implémenter du système, je pense que tu surcomplexifies un truc qui a pas besoin de l'être et là, à ce moment-là, c'est pas pertinent. Par contre, Ouais, là où le système a, effectivement une vraie différence avec les process, c'est que le système est nourri de plusieurs process qui fonctionnent de manière suffisamment cohérente pour que le système soit viable. Et là où tu as raison, c'est que le freelance qui veut basculer à un modèle où il devient chef d'entreprise, s'il a tous ces process qui sont déjà préenregistrés, qui fonctionnent déjà de base, et il a une grosse facilité à les expliquer et à les dupliquer, il peut créer un système beaucoup plus rapidement qu'un freelance qui n'a aucun process. Parce 100. que du coup, il peut expliquer ces process-là à quelqu'un d'autre, créer un système cohérent entre ces process et donc du coup arriver à j'ai plusieurs personnes dans le système, plusieurs acteurs du système qui peuvent l'utiliser et le faire fonctionner parce que j'avais la matière pour construire le système, à savoir les process. Je sais pas si c'est clair, je suis allé dans le très technique, mais je pense qu'il y a une petite Non, non, mais différence. je suis ultra d'accord avec toi
Parce que en fait, moi, j'ai commencé à faire ça dès que j'ai commencé la boîte, d'accompagnement que j'ai aujourd'hui. C'est que au début, quand tu commences, tu es tout seul. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent et qui nous écoutent encore et qui commencent ou juste qui sont dans une partie où ils sont tout seuls dans leur boîte, moi, j'ai pris l'habitude très tôt de documenter tout ce que je faisais, que ce soit dans l'acquisition, dans la délivrabilité ou dans la vente, en fait, dans n'importe quel pôle de ma boîte. J'ai toujours pris l'habitude de documenter tout ce que je faisais, comment je le faisais pour commencer à bâtir mon livre et mon manuel d'entreprise très tôt quand j'ai commencé. Puis, je pense que c'est chaque entrepreneur devrait prendre, même qu'à n'importe quel stade, devrait prendre l'habitude de créer son manuel d'emploi de son business le plus tôt possible, mais pas focuser trop là-dessus parce que si tu focuses trop là-dessus, bah, tu rentres pas de cash et le cash c'est le plus important. Mais bref, toujours commencer à en fait, juste commencer le plus tôt possible à créer son manuel d'emploi. Comme ça, tu le bâtis over time, puis après, tu l'améliores par rapport à tes process actuels. Mais tu as quelque chose que tu peux travailler, puis tu as quelque chose que si, genre, demain, tu dois prendre un tuteur ou tu dois prendre quelqu'un qui doit faire la tâche que tu veux déléguer, bah, tu as déjà un bagage qui est déjà créé, tu as déjà un manuel d'emploi, tu dois pas juste tu pas besoin de faire un SOP, puis aller chercher tes manières de faire. Tout est déjà documenté dans un manuel d'entreprise. Il y a encore une fois, tu l'améliores over time, avec les process que tu as mis en place. Carrément. Donc Non, non, c'est pertinent et tu vois, je pense que c'est vraiment ça. C'est en gros, là, ce qu'on a réussi à définir en très peu de temps, c'est, hem, l'utilité fonctionnelle du système, ce que tu as très bien défini et j'en ai même pas rajouté parce que c'était super complet mmh et le comment dire? Le fond intellectuel est systémique, enfin, pas systémique, le fond intellectuel est fondamental de ce que permet de définir le système, à savoir ce que c'est une entreprise. ouais. Le dernier point, c'est qu'est-ce que c'est la matière du système? C'est les process dont tu parles et encore un autre point d'ailleurs dont tu as parlé, c'est le fait que ces process ne sont pas parfaits, ne sont pas figés, et sont de nature à être perpétuellement modifiés, améliorés, optimisés, que tu sois freelance ou que tu sois chef d'entreprise. Ouais. Et la seule différence, c'est juste que il y a une partie où ces process-là, ils fonctionnent de manière un peu linéaire. Tu sais, genre, voilà, le but, c'est juste de réaliser ma tâche de freelance. Donc j'ai un process qui me permet de faire un autre process, qui me permet de faire un autre process, ça fait un process général. C'est pas un système. Là Mmh où le système, c'est plein d'interconnexions. Faut le voir un petit peu comme un second cerveau, quand tu vas sur Obsidian ou, comme un espèce de schéma avec plein de points d'interconnexion et des doubles flèches et le système, en fait, fonctionne par, interdépendance, interconnexion et interacteurs. C'est un peu ça, que je vois comme différence. 100. Je dirais, comme peut-être petit point de conclusion, je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que je pense que c'est un vrai avis que j'ai de manière, foncière, et importante parce que j'ai voulu mettre en place des systèmes quand j'étais tout seul, ça n'a aucun sens. Mmh Vraiment, foncièrement, je pense que ça n'a aucun sens de vouloir avoir tout de suite des systèmes et de vouloir tout de suite tout complexifier alors que on est seul et que l'entreprise ne fait que débuter. Ça sert à rien parce qu'en fait, ça défocalise. En fait, on a un temps et une énergie qui est limitée et le focus qu'on peut mettre dans créer du système de support, pour justement, rendre sa vie plus facile ou pouvoir faire plus de choses ou avoir, un niveau de développement qui va plus vite et cetera. Alors qu'on pourrait juste faire des tâches simples. mh. C'est pas, facile, simple. Il y a une vraie différence entre ces 2 termes. C'est des Ouais. tâches qui sont simples parce qu'un système simple, c'est enfin, en gros, il y a un concept, je trouve qu'il est un peu abstrait, mais je l'aime bien, c'est less is more et je pense que c'est vraiment ça. C'est le moins tu cherches à complexifier ce que tu fais et au mieux la qualité et l'output que tu vas recevoir sera important. Et 100. même les systèmes qu'on peut créer, hein, plus ils sont simples, mieux c'est. C'est-à-dire que j'ai parlé d'arborescence, s'il y a 25 000 arborescences et que le système est incompréhensible pour qui que ce soit quand il le regarde, c'est Mmh. probablement pas un bon système, tu vois? En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'un Non, bon système, c'est un système qui est, ultra bien pensé et de manière très sophistiquée, mais la personne qui façonne le système, elle le façonne bien si elle part de cette vision sophistiquée pour en faire quelque chose de vulgarisé, simple à appliquer pour les personnes qui le voient de l'extérieur. 100. Mais c'est comme les mecs,
j'imagine ça tu le vois, hein, sur LinkedIn parce qu'il y a juste ça, mais sur les mecs qui bâtissent des immenses workflows N8N où tu as l'impression de rien comprendre et qui Ouais, servent c'est à vrai. rien. Il y en a plein qui Le servent à rien. Après, je dis pas que ça sert à rien d'automatiser, c'est ultra important, mais il y a plein de choses qui servent à rien d'automatiser et quand tu passes ton temps, en tant que founder ou n'importe, à bâtir des immenses workflows qui pourraient être faits. Tu pourrais avoir un meilleur output si c'est un humain qui le fait et qui le fait bien et qui a un bon process. De tout automatiser puis avoir des immenses workflows, ça paraît bien sur LinkedIn, mais en soi, ça sert à rien. Puis l'output est vraiment meilleur si mmh, tu es un humain. Puis si tu le fais bien aussi, si tu as un bon process clair. Donc, je te rejoins à 100% là-dessus. carrément. Bah, écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. Pour résumer quand même la fin de ce podcast, on a abordé, heu, en un podcast, le copywriting, le marketing, la personal brand, le storytelling, hem, la notion d'échec, de réussite, d'abandon, Mmh. qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La vente, la Ouais, psychologie humaine, et là on vient de voir les systèmes. Je trouve ouais, qu'on a fait un super beau premier épisode ensemble. On sera amené, 100%. je pense, à en refaire un. En tout cas, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, merci de nous avoir écoutés. Eloane, merci d'avoir été présente, d'avoir partagé ton expertise. Merci. Je noterai évidemment en description, le lien vers tes réseaux. Avant de conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour, on est en mai 2026. Qu'est-ce qu'on Mmh peut mh. te souhaiter pour les mois qui viennent là, dans ta vie d'entrepreneur? Je pense rencontrer le plus de personnes qui sont like-minded un peu comme toi. Je pense que, bah, d'ailleurs, merci encore une fois pour l'invitation. C'est vraiment top, mais juste de pouvoir parler avec des gens, puis d'avoir des discussions avec des gens qui veulent pousser plus la discussion que de juste rester surface. Puis, parce que je pense que c'est avec des humains comme ça, puis quand tu bâtis ton environnement et ton entourage avec des gens qui sont comme ça, c'est comme ça que tu Mmh. avances. Donc je pense que c'est ça. Puis, au-delà de ça aussi, c'est faire le maximum de cash, puis avoir le plus de résultats de clients. Mais sinon ça serait ça, de rencontrer le plus de personnes, puis, faire aussi plus de contenu, puis être le plus possible présent sur les réseaux aux yeux de ma cible. Mmh. Mais sinon c'est ça. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour, le temps que tu as pris aujourd'hui, pour, ton expertise. On se revoit très bientôt dans un épisode de Deep Talks tous ensemble et puis, écoutez, à très bientôt. Gardez le cerveau connecté. On se retrouve bientôt.